Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de Réponse. Droit de Réponse est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et la semaine qui s'achève aura été marquée par un nouvel épisode dans le feuilleton de l'affaire Martinez-Zogo. Après 2 demandes de complément d'enquête, Jean-Pierre Amougou-Bilinga, Léopold Maxime Ekoeko, Justin Danoué et les autres membres du commando suspectés d'avoir enlevé, torturé puis tué Martinez-Zogo ont finalement été inculpés hier au petit matin par le tribunal militaire de Yaoundé puis incarcérés à la prison principale de Yaoundé. Selon les reporters d'Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue et Guy Zogo qui ont campé devant le tribunal militaire toute la nuit de vendredi à samedi. Les actes d'inculpation sont complicité d'actes de torture pour Jean-Pierre Amougou-Bilinga, filature, enlèvement et torture pour le lieutenant-colonel Justin Danoué et les autres membres du commando. Faut-il donc conclure que les chefs d'accusation portent essentiellement sur l'enlèvement et la torture? Si oui, qui est donc, dans l'état actuel des choses, accusé d'avoir assassiné Martinez-Zogo? Comment comprendre ces chefs d'inculpation? Qu'est devenue la demande du commissaire du gouvernement d'auditionner certaines personnalités de la République dans cette affaire? Faut-il craindre que cette affaire finisse comme d'autres affaires d'assassinat non élucidées, pour citer la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale du Cameroun? Et au sujet justement de cette doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, l'honorable Nkoa Feugue Laurentine, au cours de l'ouverture de la session de mars, tout en invitant les Camerounais à faire confiance en la justice, a reconnu que par le passé, ses compatriotes ont été déçus par cette justice. Après avoir énuméré les multiples scandales qui secouent la République, la doyenne d'âge a demandé que cela cesse. Notre cher et beau pays ne saurait se muer en terre de scandales, a martelé l'honorable Nkoa Feugue. Comment comprendre ce coup de gueule de la doyenne d'âge? Comment arrêter ces scandales qui se multiplient dans notre pays? Droit de réponse de ce dimanche, c'est aussi l'élection présidentielle au Nigeria, dont les résultats ont été publiés 72 heures après la fermeture du scrutin, consacrant la victoire de Bola Tinubu. Le Cameroun peut-il tenir ce délai pour ce qui est de la publication des résultats officiels de l'élection présidentielle dans notre pays? Quelle pourrait être la méthode du président nouvellement élu du Nigeria sur les questions et les dossiers d'intérêt commun avec le Cameroun, notamment Boko Haram, Bakassi ou encore la guerre du Nozo? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse de ce dimanche 5 mars 2023. Invité sur le plateau cette mi-journée, Roland Diou, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fangwa, bonjour à votre panel et bonjour aux millions de téléspectateurs de droit de réponse. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. J'introduis également Maître Georges Teguin, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval, bonjour au panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs, merci de m'accueillir. Je voudrais saisir l'occasion pour rendre un vibrant hommage à un digne défenseur du vivre ensemble, bien nommé Benoît Tangana, décédé enterré hier. Je voudrais rappeler, et ça je vais reprendre les propos de M. le gouverneur de la région du littoral, qui a indiqué que lorsque le gouverneur Koungou était en service à Douala, il y a un citoyen qui est venu le voir pour lui demander de fermer l'hôtel qui est à côté ici. Je vais sans publicité, l'hôtel Loat. Il vous souvient, je parle sous le contrôle d'ailleurs de votre consultant, que dans cet hôtel à l'époque, il y a des conférences de presse qui se tenaient concernant certains partis d'opposition. Alors, le gouverneur du littoral, rendant hommage au père Atangana Benoît, dit que lui, il était jeune directeur de cabinet civil, et des gens qui étaient venus voir le gouverneur du littoral, enfin un monsieur qui était venu voir le gouverneur du littoral, le gouverneur a fait venir dans le père Benoît Tangana, il lui a demandé son avis, de lui donner son avis. Il a dit que le Cameroun est une terre de vivre ensemble et il n'est pas écrit devant cet hôtel que n'entre pas ici qui fait la politique. Donc il dit que pour lui c'était un grand enseignement, c'est le gouverneur du littoral qui s'exprime et j'ai suivi à l'occasion d'un témoignage. Donc un monsieur comme ça, de vivre ensemble, il faut rendre un hommage vibrant à ces gens-là, des gens qui ont travaillé comme lui et rappeler le principe du vivre ensemble à la jeunesse pour que les gens se comprennent bien que nous sommes un État où nous sommes condamnés par la nature à vivre ensemble. Merci Maître Georges Tegem. Maître Claude Assira, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Fangwa et merci de votre présente invitation également. Je suis heureux de me retrouver à nouveau sur votre plateau. Je dis bonjour à tous mes co-panélistes qui sont également d'excellents et appréciables confrères. Je voudrais également dire bonjour à votre
consultant, que j'ai souvent grand plaisir à retrouver ici, ainsi qu'à vos nombreux téléspectateurs. Merci, Maître Claude Assira, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Edmond Kamdia, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour à tous les copanélistes. Et je dis que la présence des différents copanélistes qui sont particulièrement importants en termes de statut, mais également en termes d'expertise, reconforte droit de réponse. Ce d'autant qu'ils sont de retour sur le panel de droit de réponse à Douala avec le nouveau plateau. J'ai saisi cette occasion pour renouveler mes sincères amitiés qui sont cordiales, fraternelles, aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Edmond Kamdia, dans l'affaire Martinez-Zogo, il y a eu un nouveau rebondissement cette semaine, en tout cas en fin de semaine, et peut-être c'est un cas important qui vient d'être franchi avec l'actualité de vendredi dernier. Le tribunal militaire a inculpé le lieutenant-colonel Justin Danoué, le commissaire divisionnaire Léopold Maxime Ekoeko, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Bilinga et d'autres membres du commando qui auraient participé à l'enlèvement, à la torture et peut-être même à l'assassinat de Martinez-Zogo. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a franchi un cap important dans l'affaire Martinez-Zogo? Effectivement, on peut dire qu'on a franchi un cap important dans cette affaire qui est très suivie, relayée par les médias nationaux et internationaux, relayée par des lanceurs d'alerte, relayée par les activistes, qui est suivie pas seulement par des journalistes, mais également l'opinion publique nationale et internationale qui suit cette affaire rocambolesque où un journaliste a été tué d'une manière atroce, a été tué d'une manière barbare, sauvage, et une affaire qui interpelle la société camerounaise, mais davantage les dirigeants. Parce qu'il s'agit d'une affaire très grave. On l'a vu depuis le début, dans cet assassinat qui concerne un confrère qui a été mutilé dans des conditions atroces et pour laquelle la société civile, les partis politiques, de toute nature, de toutes les sensibilités, les leaders d'opinion sont intervenus. Nous pensons qu'on attendait effectivement ce cap. On a eu même à un certain moment des appréhensions que l'affaire s'enlise. Parce qu'on a vu des allers-retours entre, n'est-ce pas, le secrétaire d'État à la Défense et le tribunal militaire. Et enfin, depuis hier, depuis le 4 mars, on sait que les principaux suspects ont été placés sous mandat de dépôt et qu'ils ont été déférés. Ils sont, pour l'essentiel, à la prison principale de Kondéni. C'est un moment important parce que presque tout le monde attendait cette étape-là. Les gens voulaient savoir, notamment les journalistes et les observateurs politiques, voulaient savoir si on va s'acheminer vers une véritable affaire ou alors l'affaire sera noyée, comme on l'a vu dans le passé avec les différentes autres affaires d'assassinat sur lesquelles je ne reviendrai pas. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut souligner, peut-être cela fera l'objet d'un débat plus approfondi dans la deuxième thématique, c'est la qualification des faits. Ce sont les chefs d'accusation qui sont, dans quelques cas, assez discutables. Nous sommes dans une affaire d'assassinat. Mais nous nous rendons compte à la fin, quand on parle davantage de torture, on ne parle presque plus d'assassinat. Cela suscite des interrogations. Cela suscite d'autant d'interrogations que pendant les enquêtes préliminaires, on a vu des avocats, des principaux suspects réagir sur l'affaire en faisant des déclarations qui parfois, j'allais dire, entraient dans le fond de l'enquête et faisaient des révélations assez surprenantes. On a vu des avocats s'opposer même, ou se contredire, ou l'un contredit l'autre, parce que chacun défendant son client. Nous demandons la principale question aujourd'hui. Ne s'agit-il plus d'une affaire d'assassinat d'un journaliste,
S'agit-il simplement d'une affaire de torture? Qui est le commanditaire qui a assassiné Martinez Zogo? Les questions demeurent. Voilà. Maître Claude Assira, quel commentaire vous suggère cette évolution ou ce nouveau cap qu'on vient de franchir dans cette affaire Martinez Zogo? Beaucoup de commentaires, mais je ne pense pas qu'ils soient toujours forcément dans le sens de l'optimisme, pour être honnête avec vous. Je vais essayer de m'expliquer en quelques mots. On peut être content de voir un peu plus clair, puisque désormais, on a obtenu des clarifications sur le type de procédure. Au tout début, on s'est retrouvé avec une procédure qui était séquencée par le délai de quinzaine et qui pouvait donner à penser qu'en dehors du cas type Martinez-Zogo, dont tout le monde voyait bien qu'il s'agissait d'un assassinat horrible dans les conditions qu'on a indiquées, l'intervention des périodes, la périodicité de 15 jours, nous donnait à penser qu'il y avait quelque chose qui ressemblait aussi au terrorisme. Donc on ne comprenait pas trop. Aujourd'hui, on a désigné un juge d'instruction, ce qui veut déjà dire qu'on est sorti du couloir, on a éliminé un certain nombre de choses et donc on y voit un peu plus clair. L'enquête préliminaire a également permis de sortir un certain nombre de personnes. Vous parlez à un avocat, moi je pense que chaque fois que des gens qui n'ont rien à voir avec l'infraction recouvrent la liberté, c'est toujours une très bonne chose. Donc de ce point de vue, j'espère que les choses qui se sont faites, qui ont permis à ceux qui n'avaient pas un lien direct avec l'infraction, vont effectivement dans le sens de l'enquête. Mais une fois qu'on a dit ça, tout le reste, on est dans le brouillard total. Et comment ça? Je vais essayer de vous dire. D'abord, le temps qui a passé, le temps énorme qui a passé, je ne veux pas vous parler de la commission, la constitution de la commission. Je vous ai dit à titre personnel que je peux comprendre les bonnes intentions qu'il y avait dedans. Il vaut mieux mettre en synergie plusieurs corps pour pouvoir être certain qu'il n'y aura pas de collusion ou autre. Mais en même temps que vous désignez quelque chose de spécial, vous instillez toujours dans l'esprit du public quelque chose comme une manigance. Bien. Donc ça peut être, de ce point de vue, ça va polluer, qu'on le veuille ou pas, la procédure. Je pense que j'aurais été avocat dans cette procédure. Je m'inquiéterais déjà du mode de désignation exceptionnel de cette commission-là. Malheureusement, comme vous le savez, à partir du moment où on l'a orienté pour ce qui était censé être une enquête normale vers le tribunal militaire, dont on sait très bien qu'il dépend du commissaire du gouvernement, qui lui-même dépend du ministre de la Défense, qui est en réalité un ministre délégué à la présidence de la République, laquelle présidente de la République a désigné. Vous voyez qu'un avocat va forcément s'engouffrer dedans pour aller chercher malice. Mais l'ennui, c'est que, oui, effectivement, au départ, quand on regarde bien cette procédure, vous avez l'impression que, et je pense que Edmond le soulignait tout à l'heure, même sans vouloir aller jusqu'au bout, ce qui est retenu comme qualification est extrêmement surprenant. Mais je vous dis, c'est aberrant, totalement aberrant. Parce que tout le monde sait très bien, le temps qui a passé a évidemment suscité un certain nombre de démarches à l'intérieur de l'enquête, qui sont des démarches normales. Chaque fois que vous avez des hommes qui ont des intérêts d'honorabilité, des intérêts de liberté, des intérêts importants, il est évident que chacun, le pouvoir qui met en place, les parties civiles, les mises en cause, il y a donc forcément un certain nombre d'interactions. J'ai comme le sentiment que ce que nous avons vu avant-hier n'était que le fruit d'un compromis pour ne pas déranger, retenir des gens sans vouloir trop déranger. Et ça, c'est embêtant également, parce que souvent, à trop vouloir bien faire dans la procédure pénale, on finit par ne rien faire de bien, par contenter personne. Les qualifications qui sont retenues me paraissent vraiment extraordinaires. Parce que tel que vous voyez les choses, on est en train de les présenter comme si on a interpellé ce bonhomme uniquement dans le but de le torturer, et puis la mort est arrivée accidentellement. Pourtant, quand vous voyez les mutilations qu'il subit, l'ensemble des atrocités, je pense que sans être fort, ce sont des commissaires, des gens qui ont l'habitude, qui savent très bien ce que ça peut être que la résistance d'un homme, d'un être humain. On pourrait donc parfaitement imaginer que la mort surviendrait. Il y a même lieu de penser qu'elle eût été, à mon avis, la mise en place de tout ce dispositif. On n'interpelle pas quelqu'un
avec 10 bonshommes au minimum, uniquement pour aller lui faire boue dans un petit coin sombre. J'en doute énormément. Deuxièmement, après le forfait, une personne qui n'a pas voulu la mort en général, elle s'empresse de se débarrasser du corps, de faire en sorte que le corps ne soit jamais visible ou qu'il soit retrouvé dans un délai qui ne permette pas d'identifier, de faire le traçage. Or là, de toute évidence, le corps est affiché avec un message qui manifestement vise, au-delà de la mort de l'individu, autrui. Ce qui conduit à penser que j'ai du mal, moi, personnellement, à imaginer comment on peut me faire croire que la mort n'était pas envisagée au départ, puisque c'est la mort précisément et le corps mutilé qui sont mis en avant pour pouvoir indiquer quelque chose. Donc, quand on me dit simplement qu'il n'y a eu que des tortures me paraît vraiment surprenant. Pire encore, je vous ai dit ce serait long, vous m'avez posé la question. La qualification qui est retenue de complicité. Alors là, vraiment, j'avoue que les tombes... Habituellement, on dit complicité. On se contente de dire complicité. Mais là, vous avez vu, on a pris la peine d'habiller la complicité. Pour vous dire que, attention, n'allez pas chercher. Parce que ça aurait pu être une complicité par assistance, par donne d'instruction. Mais on n'a pas voulu aller là-bas. On vous a dit non, n'allez pas chercher. Nous, on veut s'en tenir à la complicité par aide. Bien. Ce qui veut donc dire que... Complicité par aide. Aide, tout à fait. Sans signification particulière, maître. Bien entendu. Je vais quand même mettre un petit bémol en disant que c'est vrai qu'on est au stade de la première qualification. Oui. Il va forcément y en avoir, il peut y en avoir d'autres. Mais les orientations que nous avons aujourd'hui, moi je vous dis, je ne voudrais pas, en tant qu'acteur de la justice, en tant que citoyen, en tant qu'humain, pour tout ce que nous avons pu subir comme choc, que le résultat que nous sommes en train de craindre soit préparé déjà dès à présent, parce que souvent aussi, l'issue est préparée. Je pense que toutes vos deux interventions qui ont précédé nous ont renvoyé à l'antériorité d'enquêtes similaires sur lesquelles nous avons eu espoir et pour lesquelles on s'est retrouvé malheureusement au soir de l'enquête un tout petit peu désabusé parce qu'on n'avait pas le résultat qu'on aurait pu attendre. Et je pense que là, scientifiquement, on est un peu en train, on le fera beaucoup moins méchamment et moins brutalement, mais j'ai comme le sentiment qu'on est en train de préparer petit à petit les choses vers une sorte de décision de compromis. On ne va pas déranger les gens dans leur petit camp à soi. Parce que la complicité aurait dû, de mon point de vue, être beaucoup plus large que ça. On doit laisser aux éléments de la complicité, vous allez voir le code de procédure pénale, le code pénal, pardon, je crois l'article 97 qui prévoit la complicité et qui vous dit qu'il peut y avoir complicité par don, par instruction ou éventuellement par aide. Donc on imagine la personne qui, en réalité, la première alinéa vise celui qu'on appelle aussi abusivement l'auteur intellectuel, ce que vous pouvez vous appeler le commanditaire, l'auteur intellectuel. Donc, qui veut dire qu'il peut y avoir eu quelqu'un qui, même sans avoir participé réellement, j'ai dit il peut y avoir, je mets personne en cause, je ne suis pas dans le dossier, je ne connais pas les éléments, mais le fait d'avoir restreint autant un champ, alors que rien ne l'impose, je ne comprends pas cette logique, tout simplement. Donc, on peut parfaitement imaginer qu'il y ait eu quelqu'un qui, à un moment donné de l'enquête, ait pu éventuellement donner une instruction quelque part, mais le fait d'avoir voulu restreindre uniquement la complicité à l'aide, qui veut dire que, en gros, quelqu'un a eu une idée quelque part, il s'est dit, je vais aller faire peur bout à Martinez Zogo, et puis un type l'a aidé, peut-être en donnant de l'argent ou des moyens, voilà, donc ça a été juste quelque chose où personne ne sait exactement qui est le véritable commanditaire. Donc c'est ça que moi je veux craindre ici aujourd'hui, et l'indiquer publiquement. Nous sommes dans une chose qui est particulièrement sérieuse. Un homme est mort. Je dis toujours, tous, autant que nous sommes ici, nous sommes des gens d'expérience. On a des avocats, d'excellents avocats sur ce plateau, qui ont dû certainement avoir affaire tout au long de leur carrière à des situations de vie qui sont des situations particulièrement dures. Je ne suis pas certain qu'un seul d'entre nous ait jamais vu quelqu'un mutilé au niveau où l'a été ce monsieur. C'est une affaire extrêmement grave au niveau humain, au niveau moral, au niveau éthique, au niveau pénal. Il est dommage, il serait dommage qu'on ne se donne pas les moyens, l'entièreté des moyens dont dispose aujourd'hui intellectuellement et même juridiquement notre pays pour qu'on puisse savoir exactement ce qui a pu se passer. Je crains que ces petits verrous qu'on met l'air de rien nous empêchent d'avoir la vérité totale au soir de la connaissance. Maître Georges Teguem, est-ce que vous avez la même lecture que Maître Claude Assira qui
estime qu'il y aurait eu peut-être de petits arrangements, de petits compromis, et qui pourraient par la suite vicier cette procédure pour laquelle on attend une véritable justice dans l'affaire Martinez-Zogo. Je serais d'accord avec Maître Assira sur un seul point, notamment ce qu'il a dit en sortant, c'est-à-dire que c'est une affaire suffisamment grave sur le plan humain, sur le plan éthique. Mais nos chemins commencent à se séparer lorsque il commence à faire, si vous voulez, un procès, je pense, lorsqu'il, si vous voulez, il me laisse à croire qu'il connaît le dossier. Mais ensuite, il dit qu'il ne connaît pas le dossier. Et là, nos chemins commencent à se séparer. Nos chemins commencent également à se séparer lorsqu'il veut faire croire, d'après moi, que la qualification qui a été retenue lie le tribunal. Non, c'est pas ça. Parce que le tribunal est saisi des faits et des personnes. C'est in rem et in personam. Le tribunal n'est pas saisi des qualifications. Le tribunal est saisi des faits. Et en ce moment, à ma connaissance, le tribunal n'est pas encore saisi. L'affaire est devant un juge d'instruction qui, en conduisant l'instruction, peut requalifier. Donc, les problèmes de qualification, je pense que c'est un peu prématuré pour dire que la qualification ne tient pas. C'est un peu prématuré pour s'exprimer dans un dossier alors qu'on a déclaré personne coupable de quoi que ce soit. Les personnes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. On est encore à la phase d'instruction, c'est-à-dire c'est une phase qui peut même encore conduire à la relaxe de certaines personnes. Parce que si, au cours de l'instruction, le juge d'instruction constate qu'il n'y a pas d'éléments suffisants contre X ou Y, il peut prononcer relax. Si au cours de l'information judiciaire, il constate qu'il y a des personnes dont l'audition est nécessaire pour une parfaite compréhension du dossier, il peut les convoquer. Mais à ce stade-ci, on est exactement à quel niveau? Parce qu'on parle de l'enquête préliminaire qui est bouclée et que visiblement c'est l'information judiciaire qui commence. Est-ce que... On est justement dans la phase d'information judiciaire. Oui. C'est-à-dire qu'un juge d'instruction a le dossier. Oui. Et je ne sais pas comment ça se passe parce que je ne suis pas dans le dossier. Parfois même il désigne deux juges d'instruction. Oui. Comme parfois le parquet, deux personnes viennent. Donc moi je ne connais pas le dossier. Le juge d'instruction, quand il prend le dossier, ça veut dire que tous les indices qui ont été envoyés par la police ou alors par l'enquête deviennent désormais les charges. Et on commence l'information judiciaire. Oui, on est là quand même dans une situation où il y a des gens qui ont été mis sous mandat de dépôt. Oui, mais c'est un acte de juge d'instruction qu'il apprécie. C'est-à-dire il estime parce qu'il est possible encore que des personnes soient relaxées. Oui, mais vous croyez que l'info... Excusez-moi, peut-être qu'il faut que j'explique pour que vous compreniez mieux. Lorsque quelqu'un part d'une unité, et en matière criminelle, il arrive au parquet. Le parquet prend le réquisitoire introductif et transmet au juge d'instruction. Le juge d'instruction, sur la base du réquisitoire, inculpe. C'est-à-dire, il vous convoque, vous, M. Duval. Il vous dit, M. Duval, il vous est reproché d'avoir dans les circonstances de lieu. Il le dit. Cette lecture qu'il vous donne là constitue ce qu'on appelle l'inculpation. Donc, il vous a inculpé des faits. Bon, et moi, je dis, ce vocabulaire inculpé, je pense qu'il est encore réforme un peu notre texte parce que ça crée beaucoup de confusion dans les esprits. Et en France, justement, on avait fait une réforme parce qu'on avait constaté quand les gens s'étaient inculpés, l'opinion avait l'impression qu'inculpé veut dire qu'il était déjà condamné. Ça s'est vu dans les affaires Georgina Dufoy, ça s'est vu dans les affaires Fabius, dont justement l'affaire du sang contaminé. Ça s'est vu également dans l'affaire Bernard Tapie, l'affaire Terraillon avec Georges Tranchant. Donc, dès qu'on avait inculpé, l'opinion avait l'impression que les gens s'étaient condamnés. On a donc trouvé qu'il fallait changer le vocabulaire. On a mis mise en examen. Donc, on a amélioré la qualité du vocabulaire. Parce que lorsque les gens sont inculpés, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Il n'y a qu'une juridiction établie. Et d'ailleurs, j'avais fait une émission avec vous, où la femme de Human Radwa, je ne sais plus trop, elle disait, je lui ai dit, non, au Cameroun, c'est le tribunal seul. Et quand le tribunal n'aura rien rendu à la décision, les gens le voient de recours. Tant que la décision n'est pas définitive, il n'y a qu'un tribunal pour nous dire, le moment venu, qui sera coupable de quoi. Et c'est le tribunal qui qualifie en définitive les faits tels qu'ils ont été présentés et qui retient les personnes dans les liens de la prévention. C'est le tribunal, ce n'est pas le juge d'instruction. Non. Le juge d'instruction mène une instruction, c'est-à-dire c'est une forme d'enquête approfondie parce qu'il est plus outillé, par exemple, les officiers de police judiciaire. Un juge d'instruction est quelqu'un qui a fait l'école, qui a un niveau de culture, si vous voulez, il a fait l'ENAM. Il a été formé justement par la collectivité nationale pour conduire l'information judiciaire et je pense qu'à son niveau, il est certainement mieux outillé pour pouvoir retenir les personnes qui méritent une rétention. Mais, je le dis encore, quand bien même il l'aurait fait, le tribunal peut. C'est parce que c'est le tribunal définitif qui statue. Ok. Alors, Maître Roland Ndiéou, il y a peut-être deux choses à clarifier. La première chose, c'est en rapport avec le niveau où on est dans cette procédure. Et la deuxième chose, c'est au niveau des chefs d'accusation.
Quelle est votre lecture? Merci de me donner la parole sur ce sujet très délicat, il faut le reconnaître, mais également qui prend une tournure assez inquiétante de mon modeste point de vue. J'aimerais prendre pour mon compte les interventions qui ont été faites précédemment, celle de M. le conseiller Maître Claude Assira et celle de M. Kamgia. Parce que la qualification qui a été annoncée après l'inculpation des mises en cause dans cette affaire laisse quand même un peu pantois. On n'a pas besoin d'être constitué dans le dossier pour faire usage de son bon sens. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression aux Camerounais que se poser des questions fait qu'on devient quelqu'un qui est en train de violer la loi simplement parce qu'on se pose des questions. Et si des avocats, membres du Conseil de l'ordre ou pas, peuvent se poser ces questions-là, imaginez un peu ce que l'opinion se dit de ce qui se passe dans ce dossier. Et pour revenir un peu sur cette qualification qui, moi, me surprend, sans même être sans avoir besoin d'être dans le dossier, quand on dit qu'on poursuit des gens pour des faits de torture, d'abord de filature et de torture, c'est qu'on est en train de dire à l'opinion publique, en fait, peut-être que M. Zogo s'est tué tout seul. Les autres n'ont fait que, vous voyez, les autres n'ont fait que le torturer. Le message subliminal est même malsain à mon avis, puisque on fait comme si la torture en soi c'est quelque chose de banal. On n'a fait que le torturer et il serait mort de manière quasiment fortuite. Peut-être qu'un buffle l'a bousculé pendant qu'il finissait de se faire torturer. Et la question bête que j'ai eu envie de me poser, c'est d'accord, si on part du principe que certaines personnes admettent, on a entendu des avocats clairement admettre que leurs clients auraient torturé. Si on part donc du principe que certains auraient torturé, quel est le type de torture qu'ils acceptent avoir commis pour que la mort ne soit pas la conséquence nécessaire de la dite torture? En d'autres termes, comment est-ce qu'on fait pour détacher le fait d'avoir causé la mort au fait d'avoir voulu causer la mort par torture? Fait comme si on a simplement torturé sans vouloir causer la mort et que la mort serait arrivée de manière accidentelle. Deuxième chose, il y a des éléments qui ressemblent à de la préméditation dans ce qui se passe dans cette affaire. Préméditation parce que ce n'est pas au cours d'une bagarre que Martinez Zogo a trouvé la mort. Il y a eu une organisation. Le nombre de personnes impliquées laisse suggérer qu'il y a eu une organisation et une organisation préalable. Les gens se sont concertés, les gens se sont organisés et ils ont mis en exécution un plan en impliquant des acteurs divers et variés, chacun ayant un rôle précis. Donc, moi, je pense qu'à ce stade, on a des éléments qui peuvent laisser penser à une préméditation. Et quand on dit préméditation, on prémédite un assassinat. On ne prémédite pas un meurtre. On prémédite un assassinat. Puisque quand vous trouvez la mort par suite, quand vous ôtez la vie, après avoir prémédité votre acte, on ne parle plus de l'infraction de meurtre, on parle de l'infraction d'assassinat. Dans le cas d'espèce, on a soigneusement évité l'assassinat comme qualification pénale. On a aussi évité le meurtre tout court comme qualification pénale pour ne retenir qu'une histoire qui ressemble à la filature et l'autre qui ressemble simplement à la torture, comme si la torture c'était une gifle qu'on fait à quelqu'un en passant. À ce stade donc, et là je souhaite pouvoir revendiquer ma casquette de citoyen, je suis très inquiet par ce que me présente la justice de mon pays. La justice de mon pays, à travers une enquête qu'on a dit être menée sous très hautes instructions, est en train de vouloir convaincre l'opinion publique qu'en fait, cette montagne n'est en réalité qu'une petite souris. Et donc, on est en train de vouloir dire aux Camerounais que Martinez Zogo est simplement une ligne de plus dont il faut accepter que la mort
peut être banalisé. Mais Maître Roland Diouf, il y a une observation faite par Maître Tegem tout à l'heure, lorsqu'il dit que, pour l'instant, c'est une inculpation qui est faite par le juge d'instruction et qu'il va falloir attendre maintenant que ces personnes soient envoyées devant le juge de jugement. Monsieur Fangoua, j'ai le privilège d'être promotionnaire, le camarade de promotion de Georges Tegem, donc il ne pense pas que nous soyons des incultes du droit. Nous savons tous, Maître Claude Assiraki, membre du Conseil de l'Ordre, donc un aîné. On ne peut pas faire injure de croire qu'il ne sait pas quelles sont les étapes d'une procédure pénale. Je pense qu'il est d'ailleurs pénaliste. C'est l'une de ses spécialités. Donc on sait très bien quelles sont les étapes de la procédure pénale, M. Fangoua. Laissez-moi, s'il vous plaît, dire d'abord ce que le citoyen que je suis veut dire. Ne faites pas comme si quand on... Ne mettez pas la technicité pour embrouiller sur les choses simples. C'est pour ça que j'évite de revendiquer ma casquette d'avocat. Parce qu'il y a des choses simples qu'il faut dire aux gens simplement. Pour revenir aux étapes de la procédure pénale, oui, on peut dire qu'il y en a 3 ou 4 si on compte les voies de recours. La première étape est l'enquête. On dit l'enquête préliminaire d'ordinaire. C'est cette phase-là qui a été pilotée jusque-là par le commissaire du gouvernement qui représente le parquet lorsque on est devant le tribunal militaire. Effectivement. Et, je le confesse aussi, les éléments de l'enquête ne lient pas le juge d'instruction comme les éléments de l'instruction ne lient pas non plus la juridiction de jugement. Je suis totalement d'accord. Encore que les éléments qui n'ont pas pu être mis en lumière lors de la phase de l'enquête peuvent parfaitement l'être au moment de l'instruction et vice-versa. Là encore, je suis d'accord. Je serais même encore d'accord pour dire que la qualification peut faire l'objet d'une requalification, y compris lorsque la juridiction de jugement sera saisie, si c'est le cas. Parce qu'il faut bien dire que le juge d'instruction qui est saisi peut signer une ordonnance de renvoi à la fin de son instruction, et une ordonnance de renvoi veut dire en gros qu'il saisit le tribunal pour demander à ce dernier, au regard des charges finalement retenues contre les personnes inculpées, de les juger. Mais il peut aussi rendre une ordonnance de non-lieu s'il estime que les charges ne sont pas suffisantes. Donc, comprenons que nous nous comprenons, cher Georges. Nous savons de quoi est-ce qu'il est question. Quand on parle de procédure pénale, nous savons de quoi est-ce qu'il est question. Nous savons de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais cela dit, il y a aussi que les éléments de cette procédure peuvent être utilisés pour passer un message à l'opinion. Et c'est ça le problème qui se pose. Je voudrais m'inspirer de la manière habituelle par laquelle procède cette justice militaire quand ça ne concerne pas un cas comme celui de Martinez-Ogo. La tendance de ce tribunal, c'est que en général, on vous inculpe pour le plus, pas pour le moins. Quand on vous poursuit pour hostilité contre la patrie alors que vous avez manifesté, c'est-à-dire que vous avez, s'il y a une infraction qu'on peut retenir, c'est celle de manifestation publique qui est punie de 6 mois d'emprisonnement. Mais on choisit de voir derrière ça des choses qui n'existent pas, comme la rébellion, comme la révolution, comme l'hostilité contre la patrie. Les juges d'instruction militaires ont généralement tendance à vous inculper justement pour le maximum d'infractions que vous risquez, y compris par exemple l'hostilité contre la patrie. Ce qui au fond est totalement ridicule. Parce qu'on dit de quelqu'un qui s'est levé de chez lui le matin, qui est allé avec sa bouteille d'eau pour se désaltérer quand il aura soif, manifester pour exprimer son droit qu'il est en train de commettre une infraction d'hostilité contre la patrie. On dit de toutes les manières, le juge requalifiera. S'il estime qu'il n'y a pas des éléments, il va ramener à la baisse. Mais quand il s'agit d'une situation comme celle que nous avons tous vécue, horrible situation vécue par Martinez-Ogo, non. On a l'impression que les personnes chargées de l'enquête ne veulent pas trop charger le dossier. Dans le langage courant au quartier, on dit qu'il a trop chargé la plainte. Oui, en général, chez nous,
La pratique, et je parle sous le contrôle de praticiens comme moi, la pratique c'est de charger le dossier, de sorte que votre avocat ait du travail justement, parce qu'il faut qu'il aille décharger votre dossier quand on va vous envoyer devant. Mais dans ce dossier, on a l'impression qu'on l'a déchargé déjà, pour qu'il soit assez léger au moment où il passe chez le juge d'instruction. Et qui sait, si c'est une tendance, vous n'allez pas empêcher aux citoyens que je suis de s'inquiéter de ce que la décharge continue, que peut-être le juge d'instruction lui-même ait une attitude qui ira dans le sens d'alléger à nouveau le dossier, alors que le bon sens nous donne à penser que dans un cas comme celui-ci, on ne peut ne pas envisager sérieusement qu'il y ait eu au minimum un meurtre ou un assassinat. Edmond Kamgia, lorsqu'on écoute les intervenants sur le plateau, le sentiment qu'on a, c'est que certes, on a passé un cap, mais tout est encore possible. Et bien plus, le message qui est renvoyé à l'opinion publique est un message un tout petit peu ambigu. Je partage sur cette affaire. Cette opinion, que le message qui est envoyé à l'opinion nationale et même internationale est ambigu relativement à cette affaire grave, cette affaire d'assassinat d'un journaliste qui suscite beaucoup d'émoi, de l'effroi. Je le dis avec tant d'émotion et de conviction que je suis également inquiet comme maître Orange de la tournure que prend les choses. Je suis d'autant inquiet. Quel message on veut faire passer au public? C'est-à-dire, on a gardé tout un patron des renseignements de la DGRE pendant plus d'1 mois pour une histoire de filature, pour une histoire d'enlèvement, pour une histoire de torture. Alors que nous pensions que dans cette affaire, s'il se retrouve là, c'est parce que c'est une affaire d'assassinat qui a impliqué les services de l'État, les services de la DGE dont il est le patron. Nous pensions que c'est pour cela qu'il se retrouve là-bas. Parce que le directeur des opérations de la DGE a fait des aveux. Si l'on s'en tient à un certain nombre d'informations qui ont été diffusées depuis le début de cette affaire, qui impliquent donc des services de la DGRE, pour lesquels on a gardé tout le patron du service de renseignement, pour une histoire d'enlèvement, pour une histoire de filature et subrepticement de torture. On ne parle plus d'assassinat. Mais le message est grave. Pas seulement celui qui est renvoyé aux journalistes ou à l'opinion publique. C'est que le Cameroun ne sait même pas ce qu'il veut. On ne peut pas garder tout un patron de service de renseignement pour des faits qui, dans une certaine mesure, on pourrait dire, pourraient se retrouver dans les tribunaux de droit commun. Cela signifie, je le dis et j'assume, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce début de qualification des faits, puisqu'ils peuvent être requalifiés. Le message est mauvais. Je ne dis pas qu'il est seulement ambigu, il est mauvais. Nous avons aujourd'hui le sentiment, qui est même déjà partagé dans l'opinion, que l'on s'achemine vers une parodie de justice, que l'on s'achemine vers une histoire où les présumés, ceux qui désormais sont inculpés, les suspects, ils sont certes placés sous mandat de dépôt, mais très vite, si la requalification des faits ne va pas dans le sens de l'assassinat, je pense qu'il faut oublier cette affaire. Il faut oublier la vérité qui sortira de cette affaire. Il faut oublier ce que le chef de l'État lui-même, d'après le communiqué du 2 février dernier, signé par le ministre d'État secrétaire à la présidence, vers la fin, après avoir adressé les condoléances à la famille, disait que le souci, c'est que la vérité triomphe dans cette affaire, que justice soit faite. Nous avons le sentiment aujourd'hui, en attendant la suite, que justice ne sera pas faite si les faits ne sont pas requalifiés dans le sens de l'assassinat, si les faits ne sont pas requalifiés dans le sens de retrouver le ou les commanditaires de cette affaire.
Parce que les qualifications qu'on nous présente nous disent, en réalité, oubliez le commanditaire. Oubliez les commanditaires. Ils n'existent pas. Ce n'est même plus un assassinat. Ce n'est que la filature, l'enlèvement, la torture. Arrêtez tout ce que vous racontez. Et cela me rappelle une chose. Il y a un communiqué qui est sorti, le tout dernier en date, du ministre de la Communication, qui ressemblait à une mise en garde concernant les journalistes, les médias, dans le traitement de cette affaire. J'ai même le sentiment que ce communiqué servait à préparer les esprits à l'événement que nous commentons en ce moment. Comme pour dire, laissez ça. Il n'y a pas péril dans la demeure. Ce n'est que la filature, ce n'est que la torture. Où est-ce que vous êtes allé voir un assassinat? Je vais citer, je vais rappeler les propos du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Et j'estime que pour une fois de plus, il a été induit en erreur. Parce que c'est un très mauvais communiqué qui adresse un mauvais message aux confrères, aux journalistes. Parce que dans ce communiqué, il revient sur certaines dispositions du Code de procédure pénale, notamment l'article 102. Il cite l'alinéa 1, l'alinéa 3 et même 4. Mais il omet l'alinéa 2. Pourquoi a-t-il omis l'alinéa 2? On pourrait penser, parce que je vais citer ces différents alinéas de l'article 102, qui donnent l'impression on veut faire jouer aux journalistes un rôle qui n'est pas le leur. Ou alors, on veut donner l'impression aux journalistes qui n'ont pas le rôle de jouer leur vrai rôle dans la société. Permettez que je revienne sur l'article 102 du Code de procédure pénale qu'a invoqué le ministre de la Communication dans son dernier communiqué. Et j'insiste, il a été induit en erreur. Parce qu'il invoque ce communiqué, il cite l'alinéa première qui dit la procédure devant l'enquête de police judiciaire est secrète. Toutefois, le secret de l'enquête n'est pas opposable au ministère public. C'est exact. Ça, c'est l'alinéa 1. Je reviendrai après sur l'alinéa 2 qui n'a pas cité. Je continue, alinéa 3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, les officiers de police judiciaire peuvent, après visa du procureur de la République, publier des communiqués et documents relatifs aux crimes dans certaines affaires dont ils sont saisis. L'alinéa 4 dispose. Les communiqués et documents ainsi publiés par la police judiciaire doivent être diffusés sans commentaire par les organes de presse sous peine de sanctions prévues aux articles 169 et 170 du Code pénal. Maintenant, je reviens sur l'alinéa de l'article 102. L'alinéa 2 qui a été omis. Je vais expliquer pourquoi. Je vais rappeler Edmond que cette sortie du ministre de la Communication intervient au moment où l'opinion publique, pour l'essentiel, exige qu'il y ait des informations permanentes et régulières sur la question de l'assassinat de Martinez-Zogo. D'ailleurs, à l'entente de ce communiqué, le ministre de la Communication indique bien qu'il y a une certaine opinion qui, depuis quelque temps, demande que le gouvernement prenne la parole pour dire où on en est avec l'affaire Martinez-Zogo. Oui, tout à fait. Et le seul point sur lequel on pourrait, d'une certaine manière, indiquer ou comprendre pourquoi il y a un silence du parquet, il y a un silence du commissariat du gouvernement dans cette affaire, c'est parce que la faculté est donnée, d'après ces dispositions, au procureur de la République. Il peut communiquer. Ce n'est pas une obligation. Il peut. C'est la disposition de l'alinéa 3, nonobstant les positions de l'alinéa 1, les officiers de police judiciaire peuvent, après visa du procureur de la République, peuvent publier des communiqués et documents relatifs à certains crimes et affaires dont ils sont saisis. Mais je vais revenir, le point important c'est l'alinéa 2, que je vais citer intégralement. Expliquer pourquoi le ministre a omis, ou alors ceux qui l'ont amené à lire, à publier ces textes ont omis cette disposition. Voici ce que dit cette disposition. Alinéa 2 de l'article 102 du Code de procédure pénale. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue
au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 310 du Code pénal. Je cite à nouveau, je rappelle, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. Est-ce que ce message concerne les journalistes? Je m'adresse à l'opinion et à ceux qui ont sorti ce communiqué. Ce message ne concerne pas les journalistes. Par contre, il concerne les officiers de police judiciaire, il concerne les enquêteurs, il concerne les avocats qui ont des clients qui sont suspects dans une affaire. Ça ne concerne pas les journalistes. Les journalistes ne sont pas liés par le secret professionnel parce qu'ils ne concourent pas. Les journalistes ne font pas partie des personnes qui concourent à cette procédure. Ils ne sont pas tenus au secret professionnel. Ils ne sont pas partie prenante. Monsieur le ministre de la Communication, vous avez été, une fois de plus, induit en erreur. Laissez les journalistes commenter, traiter de l'actualité, commenter cet événement. Parce que les journalistes ne sont pas partie prenante du secret professionnel, du secret de l'enquête. Alors, je vais donner la parole à C'est la réponse que je donne pour dire que ce communiqué, en fait, a précédé ce qui est survenu. Comme pour dire, laissez tomber cette affaire. Non, nous n'avons pas laissé tomber cette affaire. C'est un confrère qui a été assassiné. Et la vérité doit être connue dans cette affaire. Le communiqué du 2 février, sur haute instruction du chef de l'État, veut que la vérité soit dite. Nous n'avons pas le sentiment qu'en définitive, nous aurons la vérité dans cette affaire. Avant de donner la parole à Maître Assira, je voudrais revenir à vous, Maître Teguem. Sur la question, vous avez essayé de développer ça tout à l'heure, mais peut-être sans rentrer dans les détails. Selon vous, il est possible qu'il y ait une requalification des faits et que les éléments peut-être qui sont sollicités par les uns et les autres puissent apparaître dans cette nouvelle qualification. C'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Parce qu'ils s'inquiètent de ce qu'effectivement, on ne voit nulle part l'inculpation d'assassinat. Pourtant, on voit bien qu'il y a un individu qui a été enlevé, qui a été torturé et qui a été tué. D'ailleurs, lorsqu'on parcourt tous les autres communiqués, les différentes sorties du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, dans ces différents textes, il parle effectivement de l'assassinat de Martinez Zogo. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ne rend pas de décision de justice. Ouais. Je le dis, je suis ADPC. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, ne dit pas s'il s'agit d'un assassinat, d'un meurtre, d'une torture ou de quoi. Il n'a pas qualité. La seule personne qui a qualité, c'est le tribunal qui déclare un citoyen coupable d'une infraction que le tribunal qualifie. Et le tribunal peut, au cours des débats, constater que la qualification retenue, même en cours de délibéré, le juge peut constater, dans le secret de son cabinet, que la qualification retenue par lui, ou alors retenue à l'audience, n'est pas celle qui est conforme au dossier qu'il a. Dans ce cas, il procède au rabattement des délibérés, il requalifie et il notifie pour vous permettre de vous défendre, parce qu'il y a le principe de débat contradictoire. Et je veux, pour être tout à fait complet, dire à Maître Dio, vous êtes libre de vos opinions. Je l'ai rappelé au cours de cette émission en indiquant, Encore heureux. je croyais que jusque-là, on se respectait quand même. Merci. Je voudrais faire observer qu'un citoyen est libre de son opinion. Mais notre devoir, en situation de responsabilité, c'est de participer au renforcement de l'état de droit dans notre pays. La justice au Cameroun, dit la Constitution, est rendue par la Cour suprême, les cours et les tribunaux. Les opinions des uns et des autres, et c'est là où je suis un peu gêné, c'est que j'ai l'impression que certaines personnes, dans leurs opinions, ne veulent pas participer à la formation des citoyens. Vous savez déjà que nous avons un grave problème dans notre société de formation. Lorsque quelqu'un va rencontrer un gouverneur, parce qu'on tient une conférence dans un hôtel où l'opposition s'exprime pour demander au gouverneur d'interdire, et que ce soit un monsieur de la société civile qui lui dise que non, nous sommes dans un état de droit, ça ne se fait pas, l'hôtel ne sera pas fermé. C'est justement ce déficit de culture, ce déficit de formation que nous avons le devoir, lorsque nous passons sur les médias, de travailler pour que les citoyens, qu'un citoyen camerounais, lorsqu'il s'exprime au Cameroun ou à l'étranger, que l'on sente que ce monsieur est outillé. Outillé, c'est pouvoir dire que les gens sont libres de leurs opinions. Mais l'état de droit, c'est que c'est le tribunal seul qui dit qui a fait quoi. Et je voudrais poursuivre parce que le consultant a dit quand même des choses. Mais je vous relance avant de vous permettre de répondre au consultant. Je vous relance sur la question de l'état de droit. Vous avez dit que la justice est rendue au Cameroun par la les Cour suprême, etc. Mais il faut également indiquer que la même Constitution indique que cette justice est rendue au nom
du peuple camerounais. Tout à fait. Et Tout à vous fait. connaissez très bien l'adage dans le monde anglo-saxon. Justice should not only be done, Yes. it should be seen to be done. Donc ça veut dire que si le peuple ne se reconnaît pas en la justice qui est rendue, effectivement, il y a un problème. Et c'est effectivement le sentiment qui est partagé dans l'opinion aujourd'hui, après les décisions qui ont été prises par le tribunal militaire, en tout cas par le juge d'instruction. Très bien. Ce n'est pas encore la justice. Vous-même, vous dites que la justice est rendue. La justice est rendue par les tribunaux, je vous dis, les cours et tribunaux. On est encore à une phase préliminaire. Vous voulez déjà me couper alors qu'il fallait quand même me dire un mot. Ok, ce qu'il a dit. répondez donc, et puis je donne la parole à Maître. Lorsqu'il veut faire croire, lorsqu'il s'exprime, que le gouvernement a intérêt à cacher quoi que ce soit, je pense que dans ce pays, la plus haute autorité, le président de la République, élu de la nation tout entière, était le premier à s'exprimer dans ce dossier. C'est vrai que le ministre de la Communication, mais lui, il a prescrit une enquête. Il a prescrit une enquête mixte. Et il a bien dit qu'à la suite de l'enquête mixte, les autorités judiciaires prendront le relais. Donc, il n'y a pas de volonté, monsieur le consultant, quelque part, de cacher quoi que ce soit. Il n'y a pas de volonté de faire passer un crime à la place d'un autre. Simplement, nous qui nous exprimons sur les plateaux, moi, personnellement, parce que mes confrères s'expriment comme si visiblement ils connaissent le dossier. Moi, personnellement, je ne connais pas le dossier. Mais le parquet ou alors les OPJ ont envoyé un document au commissaire du gouvernement. Au vu des documents des officiers de police judiciaire, le commissaire du gouvernement dit « Voici ce que je pense être la qualification, c'est un réquisitoire introductif d'instance. » Et le juge d'instruction qui trouve le dossier, il paraît qu'ils ont été déférés à 18h30. Il a une décision à 21h30. Il a eu quel temps? Quand on dit que le temps de la justice, les gens se plaignent. Mais il y a l'attentat du Bataclan. On a rendu la décision quand? Il y a l'attentat de Nice. On a rendu la décision quand? Pourquoi au Cameroun, lorsque ça prend un peu de temps, c'est un problème? Partout dans le monde, il y a le temps de la justice, il y a le temps des hommes. Il faut donner au tribunal les moyens d'entendre le maximum de personnes pour qu'on soit sûr à la fin que la décision qui est rendue est tout à fait conforme à ce qui s'est passé, parce qu'encore une fois, il vaut mieux avoir un délinquant libre qu'un innocent en prison. Je voudrais quand même rappeler, puisque vous parlez du temps de la justice, je crois que cela a été mentionné par le premier président de la Cour suprême dans l'audience solennelle d'il y a quelques jours. Et la question justement qu'on se posait sur ce plateau, c'est ce temps de la justice, c'est quel temps? Puisque dans l'affaire Joël, comment on appelle, Tchenka, Oui. qui est resté en prison 10 ans. pendant 10 ans sans être jugé. Jules Omer Tchenkam, voilà. Sans oublier l'affaire Vamouke. Entre autres, on sait que Vamouke est resté 6 ans, je crois, avant qu'effectivement on puisse... Donc, alors, quel est le temps de la justice? On va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Et l'une des garanties voudrais... de la justice, c'est le délai raisonnable. Je le dis en passant. Alors, Maître Claude Assira, maintenant, quelle va être la suite? Parce que en même temps, au-delà du débat, il y a la nécessité, n'est-ce pas, d'expliquer. Il y a une dimension pédagogique aussi. Maintenant, on est dans une situation où il y a une décision, où le juge d'instruction, après une décision ayant qui a été placée sous mandat de dépôt, certains ont été libérés. La suite, ça va être quoi et quels sont les délais? Justement, parce que la question des délais risque de revenir sur la gestion de cette affaire. Je vais essayer de vous répondre, évidemment, avec les mêmes réserves que j'essaye toujours de prendre. Vous n'êtes pas la principale et que vous n'êtes même pas l'un des acteurs, vous ne pouvez faire que des conjectures. Mais avant de vous répondre, je voudrais quand même essayer de... Je ne peux pas passer sous silence ce que mes prédécesseurs ont dit. Et je voudrais dire aussi bien à Maître Teghem qu'à Maître Diéou que moi j'apprécie infiniment leurs engagements politiques. Je le dis vraiment, sincèrement. On en a besoin. Moi j'encourage d'ailleurs souvent beaucoup les avocats à entrer dans la sphère politique parce que c'est là où ça se joue. Et je pense que l'avocat, par sa stature, par un certain nombre de choses d'expertise, il fait tout, il est employeur, il est locataire, il est parfois... Voilà, tellement de choses d'intérêt. C'est également un confesseur au cœur de la vie des êtres humains que moi j'aurais aimé que les avocats soient partout. Et ce ne serait pas plus mal. Et vous pouvez d'ailleurs voir que là où vous avez eu des avocats qui ont géré, Mandela, Obama et autres, etc., ça n'a pas été si mauvais que ça. Donc vraiment, je le dis avec sincérité, j'apprécie. Je n'ai juste pas la force pour pouvoir mettre autant de passion, parce que je pense que je finirai par péter un câble. Mais que Maître Teghem se rassure. Moi, je n'ai pas de parti politique dans le sens traditionnel, mais j'ai au moins un parti politique, c'est celui de la justice. Et le cas qu'il est en train d'indiquer, je ne voudrais pas qu'il donne l'impression que dès que on parle de choses qui sont en rapport avec l'institution,
ou une déclinaison d'institution, qu'il se sente, lui, concerné parce qu'il appartient à un parti politique qui est au pouvoir. Nous sommes tous les acteurs de cette même justice. Et si elle marchait bien pour nous tous, je pense que tous, autant que nous sommes ici, nous serions très heureux de ne pas avoir à spéculer. Je voulais juste encore indiquer que celui pour lequel on parle aujourd'hui, Zogo, est rien moins qu'un humain, un citoyen sur Terre. Il lui est arrivé la chose fâcheuse qui lui est arrivée. Zogo aurait pu être l'un des nôtres. Ça aurait même pu être nous-mêmes. Peut-être que lui, étant du bon côté, essaye toujours par tous les moyens de tirer la couverture de son côté en pensant que c'est dans cet angle-là qu'il faut entraîner la discussion. Nous sommes en train, moi je parle de principes qui sont des principes universels. Et je n'arrive pas à comprendre que la seule interrogation, parce que je n'ai fait que me poser des questions, au regard d'un certain nombre de choses qui ont déjà été vues auparavant et dont on sait comment elles se sont achevées, et surtout au regard de ce que nous sommes en train d'observer dans ce cas particulier. Ce sont des questions que tout citoyen normal devrait pouvoir avoir, surtout quand en plus il a la conscience du métier de l'avocat qui doit être celui de l'éveilleur. Moi, je voudrais être toujours un aboyeur. J'ai dit un jour à l'un des responsables au ministre de la Justice, quand je lui ai dit que vous me donneriez même le bras que je vous demande, je vous en demanderai encore plus. Ça se passe comme ça partout. Nous avons, quand il me parle de la qualification, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire du BBG2. Est-ce que vous avez, ici, si on vous demandait qu'est-ce qui s'est passé finalement dans le BBG2, il n'y a personne qui pourrait le dire. Pourquoi? Parce que les qualifications de départ ont été des qualifications minimalistes. Là où il essaye de ne pas nous dire tout à fait la vérité, c'est que malheureusement dans ce problème-là, la qualification n'a pas que des conséquences cosmétiques. Ce n'est pas juste l'habillage, ce n'est pas que de la communication. La qualification entraîne des individus, des personnes qui sont en mesure d'éclairer l'instruction préparatoire. Et on sait très bien que si ces personnes ne sont pas immédiatement mises dans la procédure dès le départ, même si virtuellement, parce que ce qu'il dit est vrai, je n'ai pas dit le contraire, même si virtuellement la qualification est susceptible d'évoluer, on sait très bien qu'aucun juge d'instruction ne voudra la faire évoluer à partir du moment où on l'a enfermée dans une qualification bien précise et bien rigide et aussi cadenassée que celle que je vous ai indiquée, que vous ne verrez jamais. Regardez les affaires. Moi, je ne vous parle pas au hasard. Regardez les affaires des atteintes à la fortune publique, détournement de deniers publics, où vous voyez souvent indiquer la complicité. Si un jour vous voyez qu'on vous a dit, il est complice par don d'instruction, il est complice par don de moyens, il est complice par aide, rappelez-moi sur votre plateau, on va en débattre. C'est toujours complicité. Point barre. Le fait qu'on vous dise, qu'on oriente la complicité, peut-être ça se trouve, c'est une bonne chose. Mais moi, de là où je suis, et au vu de l'antériorité de ce que j'ai déjà vu faire, j'ai le droit de m'interroger parce que je crains que ce ne soit pas exactement ce que moi j'aurais souhaité avoir lorsque on espère avoir la vérité. La qualification habituellement est un large parapluie où vous ouvrez le champ le plus large possible, quitte à ce qu'après il puisse être restreint. Dès lors que vous avez commencé avec ce qui est restreint, y faire entrer une nouvelle qualification, parfois de nouveaux faits, le juge d'instruction n'est même pas saisi de faits. Pour pouvoir lui permettre d'aller au-delà des faits qui lui sont donnés, il doit d'abord repartir demander au procureur de la République, qui peut lui donner l'autorisation ou pas de le faire. Et s'il ne lui donne pas, il ne peut pas faire de lui-même. Il le sait, mon confrère. Donc, par conséquent, il vaut mieux ouvrir aussi large que possible la qualification pour permettre au juge d'y voir toutes les combinaisons, toutes les personnes, le modus operandi, les rôles des uns et des autres, quitte à ce qu'après, donc, il puisse par lui-même restreindre le champ et lui permettre, donc, par conséquent, de nous dire ce qui est la vérité. Donc, moi, je vous dis, je veux bien, dès le départ, j'ai toujours indiqué mon espoir, qui est mon espoir psychologique, parce que tous autant que nous sommes, qui avons parfois l'audace de venir à vos invitations pour dire un peu sur le cœur ce que nous avons, nous sommes susceptibles de connaître un jour une fin aussi brutale, parce qu'un jour, quelqu'un, dans son idée, a pensé que voilà comment il doit pouvoir régler ce problème. Ce qui est arrivé à Zogo, avant le 27, personne n'aurait pu imaginer qu'une chose pareille pût être possible sur cette terre. Et pourtant, c'est arrivé. Le Cameroun a perdu, ici, son innocence, ce jour-là. Donc,
Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas, comme si ça ne fait pas partie du champ de ce qu'on peut concevoir. C'est donc parfaitement possible. Essayons donc de voir, à partir du moment où c'est arrivé, dans quelle mesure on peut faire en sorte que l'ensemble des personnes qui peuvent avoir éventuellement été dans la configuration de cette infraction, même de façon intellectuelle, même si elles n'ont pas nécessairement joué un rôle actif, puissent y être associées. Le fait de vouloir restreindre, moi, me pose des questions. Et c'est cela que j'ai envie de dénoncer ici, d'un point de vue parfaitement citoyen, avec la connaissance et l'expertise que je peux avoir du fonctionnement de la machine judiciaire, pour que nous nous disions qu'il ne faut pas que cette mort ait été une mort inutile. Voilà ce que j'ai envie d'indiquer tout simplement. Je n'ai aucun parti pris, j'aimerais que les choses puissent se passer. Si toutes ces personnes, je vous ai indiqué tout à l'heure, mon plaisir, mon bonheur de voir des gens qui ont recouvré la liberté, mais au moins, à un moment donné de leur existence, elles sont passées par les fourches codines de l'enquête, qui, après avoir fait son travail, a décidé de mettre ces personnes-là de côté. Je ne vous ai pas, vous ne m'avez pas entendu me plaindre qu'il y ait eu une vitesse particulière. Je m'en réjouis énormément. Elles ont eu l'occasion de collaborer à la manifestation de la vérité. J'aurais aimé que la même chose puisse être faite au niveau de l'instruction préparatoire. Je n'ai pas l'impression que c'est cette impression-là maintenant. Est-ce que c'est ce qui est en train de se faire actuellement? Et c'est ça que je dénonce à votre micro. Je voudrais indiquer également, s'agissant du ministre de la Justice, moi, vous savez, la dernière fois que je suis venu sur votre plateau, je pense que c'est déjà avec vous, mais c'était à Yaoundé, on parlait du cas d'un de vos animateurs, je crois, Otou, qui avait été menacé, qui avait fait l'objet de menaces également, de la part d'un autre membre du gouvernement. Je voudrais indiquer que je pense que des fois, vous avez aussi souvent tendance à vous effrayer pour des riens. Vous avez un pouvoir, vous êtes un pouvoir. Voilà. Un pouvoir, ça ne passe pas son temps à pleurer, à gémir, à geindre. Voilà. Il est normal qu'un pouvoir ait envie de limiter, d'élargir son spectre, son champ. Dans tous les pays du monde, même les plus démocratiques, l'exécutif a tendance à vouloir souvent englober les autres. Je suis désolé, il n'y a que la force qui arrête la force. Moi, je pense que si vous restez dans cette situation, à toujours vous plaindre, complaindre, etc., vous donnez déjà le sentiment à l'extérieur d'être un corps faible. Si vous aviez au sein de vous une animation, une certaine cellule, vous pensez vraiment qu'un État a la possibilité de faire taire l'ensemble de la presse si vous décidez que, en ayant agi dans les lois de la République, j'insiste là-dessus, conformément aux lois de la République, vous êtes dans le bon, vous n'avez pas besoin de faire autant d'émissions pour vous plaindre de ce que tel ministre de l'administration territoriale a dit, que tel ministre de la communication a dit. Vous constatez que vous êtes en mesure de faire ce travail parce que c'est ce que vous permet la loi, vous le faites. On ne va jamais fermer toutes les chaînes et toutes les radios qu'il y a ici. Il en restera toujours assez pour continuer à informer les Camerounais et au moins vous nous aurez aidés. Voilà. Roland Diou, il y a beaucoup d'interrogations autour de cette affaire Martinez-Zogo. On se souvient qu'à un moment donné, on avait entendu dire que le commissaire du gouvernement, lorsqu'il y a eu cette navette entre le CED et le tribunal militaire, avait demandé que certaines personnalités de la République soient auditionnées pour donner un peu plus d'informations qui permettraient justement au commissaire du gouvernement, au juge d'instruction, de pouvoir se faire une idée claire sur cette affaire-là. Après, plus rien, on ne sait plus ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des auditions? Est-ce qu'il n'y a pas eu? Aucune information n'a circulé. Et c'est justement tout cela qui a amené l'opinion publique à se demander où on en est avec ces enquêtes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, bien que vous ayez mis des réserves ou bien des doutes sur ce qui pourrait se passer par la suite, est-ce que cela renforce la confusion, l'imbroglio autour de cette affaire, ou bien vous pensez que dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, on pourrait réussir à démêler les chevaux? Je commence par créditer la thèse de l'optimisme de mon confrère qui n'aime pas qu'on soit un peu critique. Je commence donc par dire, et je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi, que le juge d'instruction peut auditionner qui il veut, y compris les membres du gouvernement. Je crois qu'il est satisfait une fois que j'ai dit ça. Seulement, est-ce qu'il le fera? Le temps nous le dira. Est-ce qu'on a des éléments qui laissent penser qu'il peut être amené à le faire? C'est là où je suis encore plus pessimiste, parce qu'il a été suffisamment restreint dans son champ par les éléments qu'on lui a donnés à la suite de l'enquête, de sorte qu'on se demanderait, en toute logique, pourquoi va-t-il donc auditionner d'autres personnes alors qu'on lui donne des faits, si vous restez dans les termes de Georges Teghem tout à l'heure, des faits de filature et de torture. Pourquoi irait-il chercher autre chose ailleurs? Pourquoi se poserait-il la question du citoyen que je me pose, du mobile? Parce que, pour venir à ce point précis, si on nous dit que en fait tout ce qu'on a pu trouver
c'est qu'il y a eu filature, filature, enlèvement et torture. Pourquoi? C'est-à-dire qui avait intérêt à filer Martinez Zogo, à l'enlever et à le torturer? Est-ce que c'est donc M. Danwe ou M. Eko ou M. Amougou Belinga? Ce sont des questions. Mais je suis inquiet. Pourquoi? Parce que on vous dit par exemple en ce qui concerne le cas du complice qu'il a été complice par simple aide. Donc, à contrario, ceux qui auraient eu intérêt à torturer Martinez Zogo, c'est donc les exécuteurs finaux. Dans quel intérêt? Je n'ai pas le sentiment que M. Danwe ou M. Eko pouvaient vouloir particulièrement du mal de M. Zogo. Je ne pense pas. Enfin, oui, j'ai le droit d'avoir mes opinions et je suis sûr qu'elles dérangeront encore une fois. Mais ce sont je réfléchis à haute voix. Je me dis, ok, si donc le travail qui est fait est un travail qu'on doit applaudir des deux mains, cela sous-entend que au stade actuel, on a compris que ceux qui en voulaient à Martinez Zogo sont ceux qui ont été renvoyés au juge d'instruction comme auteurs principaux de filature, d'enlèvement et de torture. Et donc, que certains autres ne sont que leurs complices. Ils les ont seulement aidés à faire ce que eux, ils voulaient faire. Donc, c'est eux qui sont, d'après ce qu'on nous dit là, les commanditaires. Et donc, c'est eux qui auraient le mobile du crime. C'est-à-dire que c'est eux qui auraient tous les éléments pour en vouloir. Je parle en français facile. Pour en vouloir à M. Zogo. Donc, comme on en est à ce stade et que la justice est parfaitement gérée, pour revenir à ce que Georges Triguem dit, pourquoi pensez-vous donc que le juge d'instruction irait chercher des informations ailleurs, puisque tout est déjà dit? C'est pour ça que je vous dis que je suis pessimiste. J'ai encore, je crois, le droit d'être pessimiste. Même quand je suis avocat, j'ai encore le droit de voir les choses sous un œil un peu critique. Et donc, nous ne pouvons, moi je l'ai dit dès le départ de cette procédure, nous avons envie de croire que justice sera faite. Nous n'avons envie que de ça. Mais est-ce que justice sera faite pour autant? Et c'est ça la vraie question. Le déroulé des événements nous donne à penser que cette fois-ci, peut-être que la seule différence avec les enquêtes qui disparaissent dans les tiroirs, c'est qu'au moins il y a eu un début de quelque chose. Peut-être que ce sera ça au final la différence. Parce que vous n'allez pas nous empêcher encore une fois de dire que vous aurez beau citer les affaires françaises, mais les affaires françaises finissent parfois, ou très souvent en tout cas, par avoir des résultats connus. Chez nous, sous les tropiques, parfois on ne sait pas quand est-ce que l'enquête a été clôturée, on ne sait même pas si elle a été clôturée. Je n'ai jamais su, peut-être que je suis sous-informé, mais je n'ai jamais su ce qu'avait donné l'enquête sur le décès de Monseigneur Bala. Parce que, vous savez, avec l'affaire Martinez Zogo, on n'est même plus sûr on n'est même plus sûr du français qu'on parle. On ne sait pas si Monseigneur Bala, peut-être qu'on l'a trouvé mort, peut-être que c'est ça qu'il faut dire, on a trouvé Monseigneur Bala mort, comme on a trouvé Martinez Zogo mort, et quand on l'a trouvé mort, on se dit qu'il est mort parce qu'on l'a filé, on l'a enlevé, on l'a un peu torturé, donc par la suite, on l'a découvert. Donc, on ne sait plus finalement. Et c'est le problème que pose la justice camerounaise. Vous avez relevé tout à l'heure une citation de la pratique anglo-saxonne, qui est la matrice de ce dont nous discutons ici. C'est que, en réalité, finalement, la question de la justice, c'est une question de perception. Et quand la justice a passé son temps à donner l'impression, à donner le sentiment qu'elle n'est pas rendue, vous ne pouvez pas empêcher que les gens aient la perception qu'on vit dans une société où règne l'injustice, où règne l'impunité. Et l'affaire Martinez-Zogo, pour moi, est en réalité le procès de la justice. Parce que c'est à la justice de prouver
Elle a perdu son innocence. Je prends pour mon compte les propos de maître Claude Assira. Elle a perdu son innocence et elle se doit donc de prouver à l'opinion publique qu'elle est une justice, qu'elle est une justice juste, entre guillemets, qu'elle est une justice, tout simplement, avec grand J, qu'elle peut et qu'elle a les moyens de dire la vérité et de condamner ceux qui sont en porte-à-faux avec la morale, avec l'éthique, avec la décence même simplement, selon les règles de l'art. Je voudrais faire une petite digression pour dire que, vous voyez, je me suis posé la question de savoir, d'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de se poser la question, s'il n'y avait pas eu le rôle important d'éveil et de veille, notamment de la presse autour de l'affaire Martinez-Zogo, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on en serait à ce stade, à cette étape? Je vous signale qu'un autre journaliste, en tout cas quelqu'un qui avait des passages médiatiques et qui était, je crois, prêtre, est mort aussi dans des circonstances troubles. À Yaoundé, encore une fois, mais on ne sait pas vraiment ce que son affaire donne. Donc quand on se plaint de la manière dont la justice est rendue, l'occasion se trouve même actuellement dans l'actualité. Il y a clairement du 2 poids 2 mesures. Vous avez l'affaire Martinez-Zogo. Je ne m'en plains pas, hein, je ne me plains pas du traitement de l'affaire Martinez-Zogo. Il ne faudrait pas qu'on me prenne pour quelqu'un qui se fâche parce que les choses essayent de se faire. Je dis juste que l'affaire Martinez-Zogo prouve qu'il faut au Cameroun que vous soyez quelqu'un de particulier pour que les choses se fassent. Parce que sinon, quand vous êtes un ordinaire, rien ne se fait. La preuve de ce que je dis, c'est que le journaliste prêtre qui a été retrouvé mort lui aussi à Yaoundé dans des circonstances troubles, quelqu'un qui était connu pour ses dénonciations, un peu comme Martinez-Zogo, on ne sait pas où, on ne sait pas d'ailleurs s'il y a eu une commission spéciale qui a été mise en place pour lui. Donc, probablement que les choses se passent dans son cas comme elles se passent parfois pour le citoyen lambda, c'est-à-dire sans donner le sentiment qu'on veut vraiment y voir clair. Et c'est tout ça qui nous fait dire aujourd'hui que nous attendons encore de voir, nous sommes sur notre fin. Et pire encore, nous avons l'impression qu'on nous envoie sur une fausse piste, un peu comme pour citer un personnage très célèbre au Cameroun qui est aujourd'hui à la prison principale. Vous me la bouclez. Peut-être qu'on veut nous dire tous, en cœur, vous nous la bouclez. Edmond Kamgia, il parle de ce pessimisme qui habite un certain nombre de compatriotes au regard des affaires antérieures. C'est à peu près le même sentiment qu'a eu la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale qui, justement, a indiqué dans son discours de l'ouverture de la session de mars que, oui, elle comprend pourquoi les gens peuvent être pessimistes parce que par le passé, il y a eu des affaires non élucidées. D'ailleurs, elle est revenue sur l'affaire Martinez-Zogo. Elle a cité l'affaire de l'assassinat de Monseigneur Bala. Elle est revenue sur d'autres affaires qui se multiplient dans notre pays pour indiquer que c'est vrai que par le passé, on a été déçu par cette justice, mais qu'il faut rester optimiste en espérant que cette fois-ci, au moins, la vérité sera rendue. Et elle a d'ailleurs, et je crois que cela devrait vous satisfaire, apprécié le travail de veille que font les journalistes. Elle a indiqué que les journalistes doivent être les apôtres de la vérité et ils doivent rester professionnels. Je suppose que c'est une sortie, même si c'est un coup de colère, c'est une sortie qui peut-être vous reconforte d'abord en tant que journaliste et qui traduit un peu la perception que l'opinion publique a aujourd'hui de cette justice-là. Oui. Lival Fango, avant de répondre à cette question, je vais revenir encore pendant quelques secondes peut-être sur l'affaire Martinez-Zogo pour dire que le Cameroun est signataire d'un certain nombre de textes internationaux, parmi lesquels la Convention qui pénalise la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Et ce texte, comme l'indique d'ailleurs l'article 45 de la Constitution, vous le savez, fait désormais partie du dispositif de la législation camerounaise et a priorité
sur les lois nationales. J'espère que le juge, lorsque le juge d'instruction va envoyer, n'est-ce pas, l'affaire au niveau du juge, le jugement, que cette convention, dans son intégralité, dans son contenu, sera prise en compte au moment de sanctionner. Comme ils veulent s'arrêter simplement à la torture, pour qu'ils sachent de quoi il s'agit quand on parle de torture. Ça, c'est un point sur lequel je tiens à insister. Mais je voudrais également rappeler, et Maître Claude Assir l'a beaucoup dit depuis le début de son intervention, nous sommes des humains, et c'est un être humain qui est mort. Est-ce que nous avons tous le sentiment d'être en train de parler d'un être humain qui a été assassiné, tué dans des conditions horribles? Est-ce que les enquêteurs, lors de l'enquête préliminaire, ont eu cela à l'esprit? Que ça aurait pu être leur enfant, leur frère? Est-ce que le juge d'instruction, et peut-être demain le juge du jugement, tiendra compte du fait que c'est une question qui concerne l'humain? Je le dis parce que le tribunal militaire est compétent aussi lorsqu'il s'agit des crimes contre l'humanité. Parce que ici, ce n'est pas seulement une affaire de torture, c'est un crime contre l'humanité. On a tué un être humain. Et la manière dont on l'a torturé fait partie des crimes contre l'humanité. Et il est important que le juge du jugement, le moment venu, sache qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte que de la torture. C'est un crime contre l'humanité. Maintenant, je le dis ainsi. Ils vont apprécier, ils verront, puisque les faits peuvent être requalifiés. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Fangoua, j'ai apprécié le coup de gueule, le coup de colère de la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale dans son discours inaugural. Il m'a rappelé, à un certain moment, des grands moments que nous avons eus dans les années de Braise, des grands moments, notamment de l'opposition pendant les meetings. J'ai même eu le sentiment que nous avions affaire à une doyenne d'âge militante d'un parti de l'opposition. Non, elle est du RDPC. Elle est bien du RDPC. Je me suis surpris en train d'applaudir. Parce que j'ai aimé, j'ai apprécié ce qu'elle a dit. Parce que c'était la vérité. Elle a dit que ça cesse. Elle a énuméré un certain nombre de scandales. On ne connaît que des scandales au Cameroun. Scandales financiers, scandales de Covid, assassinat, enlèvement. Elle a cité, répertorié, point par point. J'ai apprécié. Parce que des gens d'un certain âge n'ont plus peur de dire la vérité. Rappelez-vous, au Sénat, le doyen Moukete, paix à son âme. Je n'oublierai jamais son dernier passage relatif aux dénonciations qu'il a faites sur la manière dont le gouvernement gère la crise anglophone qui est devenue la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et j'ai le sentiment et l'impression qu'il n'a pas été écouté. La guerre continue. On n'a pas tenu compte de tout ce qu'il a dit pour que la paix revienne, pour qu'il y ait une paix durable dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vais rester dans le fond de la question pour dire que la doyenne d'âge, au-delà de son message, qui me reconforte comme journaliste, mais aussi comme citoyen, parce qu'elle a apprécié le travail d'éveil et de veille que font les vigiles, les éclaireurs, les chiens de garde que nous sommes, les journalistes. Parce que je suis convaincu, Maître Olandio, que si Equinox Radio et Télévision n'avaient pas maintenu la pression en relatant chaque jour, en faisant le compte rendu des audiences, des passages, en faisant des reportages sur ce qui se passe au tribunal militaire, au secrétaire d'État à la Défense, en faisant les vox pop, en écoutant le peuple, je suis certain qu'on n'en serait pas arrivé à cette étape. Le poisson aurait peut-être été déjà noyé. Nous espérons, parvenus à cette étape, que ceux qui s'occupent des dossiers vont se souvenir d'une seule chose. Le monde entier nous regarde. Les missions diplomatiques nous regardent. Les pays amis nous regardent. Ce n'est plus une affaire nationale.
c'est la communauté internationale qui nous suit et va juger le Cameroun sur la façon dont la justice est administrée, dont la justice se fait au Cameroun. Sur la base de cette affaire, le Conseil des droits de l'homme à Genève de l'ONU suit ce dossier. L'ONU suit de près ce dossier. Toutes les institutions, les organisations internationales suivent ce dossier. Parce qu'il s'agit de la crédibilité et de l'image du Cameroun aujourd'hui. Donc, je dis aux juges d'instruction comme du juge de jugement demain, le travail que vous faites est très suivi. Entrez dans l'histoire. Bien. Revenons à l'assassinat. Parce qu'il s'agit d'un journaliste qui a été assassiné. Maître Georges Teghem, pour revenir au coup de gueule de la doyenne d'âge à l'Assemblée nationale, elle dit ceci: les scandales de la République, sauf à croire que nous sommes dans une République de scandales. Elle a cité un certain nombre d'affaires, l'affaire du chantier de construction du complexe sportif d'Olembe, l'affaire de la gestion des fonds destinés au coronavirus, l'affaire des indemnisations relatives au projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'affaire de gestion des chapitres 94, 65 et 57 de la loi de finances, l'affaire de l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala, l'assassinat de Martinez Zogo. Elle termine en disant affaire, comme pour dire que ces affaires en un point fini, et elle a dit qu'il faut que cela cesse. Est-ce que vous, en tant que militant du RDPC, vous retrouvez dans ce discours l'honorable Nkwafege? Je vous dirais une chose, c'est que on est en démocratie. Et en général, un député est un élu de la nation qui a tout à fait le droit de s'exprimer. Comme il a dit tantôt, justement, quand il a dit que c'était la première fois, bon, heureusement, il a rappelé le chief Moukete, que Dieu ait son âme, qui avait pris la parole au Sénat pour dénoncer en disant qu'on n'était pas en train de trouver ce qui lui paraissait, ou alors ce qui lui paraissait être la solution idoine pour régler la crise. Mais lorsque vous êtes en situation de responsabilité, vous prenez des décisions. Lorsque vous prenez des décisions, elles sont toujours critiquables. Toujours critiquables. Vous n'allez jamais prendre une décision qui sera... tout à l'heure, on parlera peut-être du cas du Nigeria. On va nous dire qu'il parle au Cameroun ou tout ce que vous voulez, mais il y a des gens qui critiquent la décision de la commission électorale. Vous avez vu même aux États-Unis, il y a des gens qui critiquent. Donc la critique fait partie de l'essence même de la société démocratique. Et je voudrais partager peut-être l'opinion de Maître Sien, qui a dit tout à l'heure qu'il veut une justice parfaite. Oui, nous y travaillons tous les jours, au quotidien, vous comme moi, pour avoir cette justice parfaite. Mais voyez-vous, la justice parfaite ne le rend pas sur les plateaux. Il faut travailler dans l'institution. Moi, je pense que dans le cadre des procédures, nous pouvons travailler pour améliorer la qualité de la justice parce que, après tout, nous y participons, nous aussi. À travers les conclusions, à travers les plaidoiries, nous y participons. Et je pense que c'est là-bas que ça peut se faire. Je n'ai pas la prétention de dire que la justice est parfaite au Cameroun. Je dis c'est encore une œuvre humaine. Il y a un effort à faire, ça c'est sûr. Mais lorsqu'il y a un cas, moi j'ai un souci. Et mon premier souci, c'est la formation des personnes qui nous écoutent. Si nous allons faire comme Maître Roland Diou, de faire croire que parce qu'on est militant d'un parti, il y a une justice qui retient une qualification. Et parce qu'on n'est pas militant de ce parti, il y a une autre qualification. C'est un problème. C'est un problème que je ne peux pas accepter sur un plateau de télévision. Un, parce que je défends le RDPC en situation de responsabilité, c'est-à-dire qui a le devoir de tenir les institutions pour que la machine Cameroun avance, et non pour que la machine Cameroun recule, et non pour que la machine Cameroun soit grippée, et non pour rebeller les masses. Notre devoir, c'est d'avoir des postures républicaines. La posture républicaine, c'est de dire qu'il y a eu un crime atroce. Et je n'ai pas la prétention non plus d'être du bon côté, comme vous avez indiqué tout à l'heure. La preuve, c'est que notre confrère a été assassiné. D'ailleurs, que Dieu ait son âme, j'y étais il y a 8 jours. On était à son enterrement. Il a été assassiné. Et vous savez très bien qu'il y a une enquête qui est ouverte. Je ne suis pas... Et vous dites qu'il a été assassiné, comment alors que vous dites qu'il y a une enquête qui est ouverte? Soyez logique envers vous-même. Merci, cher confrère. Vous dites qu'il a été assassiné. L'assassinat est une qualification pénale. Et il ne me semble pas qu'une autorité, quelle qu'elle fût, ait déjà qualifié quoi que ce soit. Non, moi, je n'ai pas qualité. Mais si vous avez raison. Voilà. Quand vous avez raison, je dis que vous avez raison. Très bien. Je n'ai pas qualité pour dire qu'il a été assassiné. Donc, il a été retrouvé mort. Voilà. Merci. Non, quand c'est juste, il faut être juste. Il a été retrouvé mort. Quand c'est exact, je ne sais pas, cher confrère, je ne sais pas me cacher
ceux qui me connaissent savent que quand c'est le droit, je dis que c'est du droit. Quand ce n'est pas du droit, je dis qu'ici, tu es en train de voler au quartier. Chers confrères, il n'y a que la justice. Et vous le savez très bien, Maître Assina l'a rappelé, que le juge d'instruction ne peut même pas un réquisitoire supplétif demander au commissaire du gouvernement. Là, il doit, dans le cas d'espèce, vous n'avez pas à lui dicter sa conduite. C'est un juge qui est libre dans ses fonctions d'instruction. Ce que je veux dire, c'est que s'il trouve qu'il y a des faits nouveaux, il ne peut pas procéder lui-même. Il doit en référer. Excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un juge qui est libre dans ses fonctions d'instruction. Vous le savez très bien. Il est libre dans ses fonctions d'instruction. C'est-à-dire qu'il n'est pas tenu par les principes de subordination hiérarchique, il est tenu par les principes d'indépendance et il ne répond que du dossier qu'il a devant lui. C'est ce que nous souhaitons tous, c'est ce que nous voulons tous. Bien sûr, il y a des cas où la justice laisse un peu à désirer. Il y a des sujets sur lesquels on peut regretter, comme l'avait indiqué tout à l'heure, le cas de Tuenkam ou Jules-Omer Tuenkam. C'est des cas comme ça. Il y a eu l'affaire Marc Dutroux en Belgique, il y a eu l'affaire Outrou en France, il y a eu l'affaire Elf en France, il y a eu l'affaire Alfred Maréchal. Il y a des affaires dans tous les pays, mais ça ne veut pas. C'est pas pour ça. Non, c'est pas pour cela. C'est pas parce qu'il y a eu une affaire ou deux affaires dans un pays que l'on va remettre en cause la qualité du travail qui a été fait par l'institution. Il y a peut-être d'autres situations. Oui, il y a des situations comme ça que l'on regrette. Ouais. Et c'est pourquoi je comprends l'honorable qui, s'exprimant au Parlement, dit pourquoi un pays des affaires. Moi, je sais que dans tous les pays du monde, il y a des affaires. Des affaires qui amènent parfois les parlementaires à réagir de la même manière. Elle est tout à fait dans son rôle de dénoncer les affaires et de dire il faudrait que l'on arrête parce que sauf qu'il y a des affaires sur lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, notamment sur la ligne 94. Je ne suis pas très d'accord. C'est qu'en réalité, sur la gestion de cette ligne, je pense que les Camerounais, quelquefois, on ne les informe pas. Je vais vous dire pourquoi. Donnez-moi une minute. J'ai fait un plateau avec un monsieur qui est imprimeur. Il me dit qu'ils ont voulu imprimer le livre scolaire. Ils ont rencontré le président de la commission livre scolaire, le professeur Etoile. Ils lui ont fait la proposition. Il leur a dit, bon, c'est un peu difficile. Ils ont saisi le Premier ministre chef du gouvernement qui a organisé une réunion à la primature. Et à l'occasion de ces réunions, le Premier ministre a demandé au président de la commission livre scolaire quel était le problème. Il a dit non. Pour qu'on imprime les livres, il faut un tel type d'imprimeur. Or, ceux-ci ne sont pas à ce niveau. Parce que nous avons besoin d'un type d'imprimeur. Je vous dis, si on dit X ou alors N plus 1, et eux, ils étaient à N. Et il me dit qu'ils sont rentrés alors que c'était l'occasion pour le Cameroun de les aider. J'ai dit, voilà justement où la ligne 94 intervient. C'est quand c'est comme ça, vous saisissez la commission nationale de... Il y a une commission qui est instituée. C'est la CNP, la commission spéciale. Ce n'est pas la commission de crédit. La commission de la dette publique. Vous la saisissez. Et vous expliquez vos difficultés. On remonte au ministre des Finances, il vous convoque. Et sur la ligne 94, parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de banque de financement. Il y a des banques commerciales, des banques de dépôt à vue. Et c'est pour cela qu'il y a des lignes comme ça, pour permettre aux Camerounais, pour permettre à ces imprimeurs d'être à niveau. Le problème, ce n'est pas l'existence de la ligne. Non. Le problème, c'est que, oui, le problème n'est pas l'existence de la ligne, mais c'est qu'on en parle comme s'il n'y en a pas le lieu, comme si c'est une ligne qui est faite pour détourner. Non, problème. Alors, Maître Roland Diou, l'honorable Nkwafege, coup de colère, et aide-moi à rappeler qu'il y a eu quelques années le cas du sénateur Moukete. Au finish, est-ce qu'on les écoute, ces doyens-là? Non, moi je crois que ce n'est pas... D'abord, je commence par mettre les choses dans le bon ordre. Je commence donc par me féliciter moi aussi du coup de gueule de Madame la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale. Quand c'est bien, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas assez. C'est bien, c'est vrai, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pourquoi? Ce n'est pas assez parce que nous avons affaire à la parole d'un député de la nation, c'est-à-dire représentant du peuple, disposant du pouvoir législatif et de contrôle de l'action gouvernementale. Madame la doyenne d'âge ne peut pas se contenter de se comporter comme une journaliste qui fait une chronique du haut de la tribune de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session de mars. Elle pouvait, en tant que députée, porter ne serait-ce qu'un projet de résolution. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale prenne officiellement une position sur les affaires. Oui. On cite souvent la résolution du Congrès américain sur tel sujet, sur tel autre sujet. Je ne vais même pas jusqu'à demander qu'elle
porte une enquête, commission d'enquête parlementaire sur les affaires, ce qui serait par ailleurs son rôle. Et je me félicite que ce soit une députée du RDPC, c'est-à-dire qu'elle est du côté de la majorité parlementaire. En d'autres termes, si nos amis d'en face aiment le Cameroun comme ils le disent, ils ne devraient donc pas avoir de difficultés particulières, vu qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale et là une majorité obèse. Ils n'auraient aucune difficulté à mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire à l'instigation de leurs camarades, par ailleurs doyens d'âge, pour faire la lumière, ne serait-ce que sur les enquêtes financières, ne serait-ce que sur ça. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur la digression que mon confrère a voulu faire tout à l'heure sur les lignes. Et je me dois de marteler avec insistance que, contrairement à ce qu'il a voulu laisser croire, le débat ne se pose pas sur l'existence des lignes. Ce n'est pas le principe même de ces lignes-là qui pose problème. Mais si ces lignes servent à augmenter qualitativement le niveau des entreprises camerounaises, dites-moi en quoi est-ce qu'on augmente qualitativement le niveau du Cameroun en finançant une école ordinaire qui ne forme pas des Camerounais à des choses différentes de ce que la concurrence fait. Vous n'avez qu'à regarder ce que ces lignes-là ont financé récemment, en tout cas dans l'actualité. On a financé des instituts, des IPES. Est-ce qu'un IPES est une technologie particulière qui nécessite un appui spécial de l'État? Le vrai débat, et M. le ministre des Finances a voulu le botter en touche quand on l'a interpellé sur la question, il a voulu minorer le rôle qui est celui de ceux qui contrôlent l'action du gouvernement, de contrôler la mise à disposition précise, effective, concrète de ces fonds-là. Si on met en place une ligne pour créer des capitaines d'industrie pour aller à la conquête du monde et qu'on se rend compte que cette ligne finance les prestations de services d'achat de fournitures pour le fonctionnement, on a le droit de se poser la question parce que par ailleurs, il existe d'autres lignes dans le même budget pour ces autres activités-là. Il y a un problème de gouvernance. Ça pose un problème de gouvernance. Et vouloir passer cette question comme si c'était, je ne sais pas moi, un fait divers, dû d'ailleurs à une mauvaise compréhension de certains et de l'opinion, et de mon point de vue, contraire à ce que vous proclamez tout le temps, c'est-à-dire la construction de la République exemplaire. La République exemplaire en construction, dont vous êtes le chantre, devrait pouvoir être exemplaire, notamment en ce qui concerne la gestion de la chose publique, de l'argent public et de l'obligation de redevabilité. Maître Claude Assira, lorsqu'on écoute la doyenne d'âge, elle dit « Notre cher et beau pays ne saurait se muer en terre de scandale ». Le sentiment qu'on a, c'est que le Cameroun est un pays de scandale. Et s'il prend trop tard. Mais je voulais d'abord dire que il faut qu'on termine. Vraiment. Je ne voudrais pas faire une sorte de duel entre mon confrère et moi-même. Mais si on doit éduquer les gens, éduquons-les au moins dans le bon sens, correctement. Et je ne veux pas faire le maître d'école pour essayer de vous indiquer que si moi j'arrive un jour, je trouve quelqu'un qui est assis quelque part et que je lui fasse peur de derrière, il meurt, vous comprendriez que le juge d'instruction ouvre une information judiciaire pour meurtre, pour homicide. Bien, il a pris le champ le plus large, quitte à ce qu'à l'intérieur, il aille vérifier si j'avais une animosité avec la personne, etc. C'est uniquement de ça que je vous parle. De la même manière, quand on parle du complice, si j'ai un ami qui me dit « Viens, on va aller voler quelque chose, là-bas on va aller voler des mangues. On va ensemble, et lui il a un couteau. Arrivé sur place, il poignarde le propriétaire. Je vais être complice de son homicide à lui, bien que je n'ai pas adhéré au départ à l'idée de l'assassinat. Il le sait très bien. C'est uniquement de ça que je parle. Maintenant, moi je vous dis simplement que mon but c'est de me dire, un juge qui en a les moyens, à qui rien n'interdit d'ouvrir un champ d'investigation qui est relativement large et qui correspond à la réalité qu'il a devant lui, quel va être son intérêt à aller chercher quelque chose qui est plus petit, qui est plus compliqué encore à trouver, alors qu'il lui suffisait d'ouvrir une information judiciaire à partir d'éléments qui sont beaucoup plus larges et dans lesquels il peut naviguer plus simplement.
Bien. Quand j'ai dit ça, vous me donnez le moyen de faire la transition de petit toboggan pour dire que la doyenne d'âge. Moi, honnêtement, j'avoue que je partais avec un peu d'acrimonie parce que je suis toujours un peu surpris de la même manière que j'ai un excellent collègue d'université que vous avez souvent aimé inviter à vos plateaux ici et qui vient pleurer parce qu'il a été envoyé autrefois dans le nord du Cameroun, dans une université de la République, qu'il dit pourtant servir amplement au nom de sa liberté de parole. Et je n'ai jamais compris comment on peut, dans le même temps, dans le même mouvement mental et psychologique, critiquer le diable et déjeuner avec le démon. J'ai toujours eu du mal avec ça. Je ne comprends pas l'état d'esprit qu'il y a dedans. Donc, je ne comprends pas comment on peut être aussi solidaire au point d'avoir gagné autant de mandats sous un parti qui est quand même le parti qui dirige depuis tant de temps, avec les mêmes scandales qui se déroulent sous ce parti-là, y être, et puis à la fin se contenter simplement de dire « Oh, vraiment ça, vous voyez, on est déçus, il ne faut pas que le Cameroun... voilà ». Moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand vous n'êtes pas d'accord avec une façon de faire, avec une idéologie, on adhère quand même à un parti politique en raison de ce que vous ressentez, un intérêt, une adhésion, une sorte d'affection sociétatis à être dans un environnement. Vous ne pouvez pas être en même temps en porte-à-faux manifestement, et c'est ce qu'elle fait, c'est ce risque qu'elle prend à l'extérieur, mais continuer à vous complaire, à y être, investi tranquillement, à y revenir. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais j'aurais pu me contenter de cette impression d'amertume. Mais quand moi j'écoute mon confrère, je me dis qu'il vaut mieux encore la doyenne... parce que je pense que si ça avait été mon confrère, il serait venu vous dire que non, il n'y a rien à dire, tout va très bien, attention, il va vous trouver une explication particulière pour chacun de ces scandales et pour vous dire que non, dormez, tout va bien. Donc, l'un dans l'autre, je ne suis pas finalement mécontent qu'elle ait poussé cette gueulante-là, qui va un peu dans le sens de ce que nous aurions aimé pouvoir entendre. Voilà. On va sortir l'émission par... Attendez, excusez-moi, vous avez, j'ai été complètement attaqué là. Oui, vous allez répondre. Attendez, juste deux phrases. Vous me permettrez de mettre deux mots. Il faudrait que l'on se comprenne très très bien. Des lignes sont prévues par la loi des finances. Des Camerounais ont des insuffisances lorsqu'ils travaillent. Il y a de l'argent pour aider les Camerounais à développer leurs activités. Des gens viennent me dire que ça leur paraît injuste et anormal que l'on accompagne un Camerounais qui veut réaliser un investissement dans un domaine donné. Et j'ai même entendu mon confrère Dio dire en quoi est-ce que la formation participe au développement du Cameroun. Non, il faut reprendre mes propos. C'est ce que vous aviez indiqué tantôt. Je suis un peu surpris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes en train de le simplifier à souhait pour correspondre à ce que vous voulez dire. J'ai dit, en quoi financer un IPES qui fait les mêmes formations que la concurrence est-il une révolution copernicienne, si on veut dire ça comme ça? Vous ne pouvez pas expliquer aux Camerounais que des gens se battent par leurs moyens pour créer des instituts de formation, des instituts supérieurs de formation, et que d'autres se contentent de bénéficier des lignes pour faire la même chose. Sinon, si ce n'est pas la même chose, dites-moi en quoi ces IPES-là, n'est-ce pas, sont N+1, pour reprendre votre propre terminologie, par rapport aux autres IPES de la concurrence qui seraient N. Cher frère, et mon cher confrère, l'argent est là pour les investissements. Et c'est pourquoi le ministre des Finances rappelle à l'attention du député qu'il avait interrogé. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Lorsque vous, c'est une information que nous n'avions pas. Ben, c'est clair, mais est-ce qu'on l'a jamais caché? Même monsieur le président l'a dit lors d'un discours. Il a dit, qu'est-ce qui se passe qu'il y ait des lignes de crédit qui ne soient pas épuisées? Pourquoi? Quel est le problème? Si vous voulez ouvrir votre cabinet d'avocat, vous montez un dossier, vous saisissez la Commission nationale de la dette publique, avec un dossier bien monté, cher monsieur le gouvernement, l'État, avec l'argent dans la ligne, vous accompagne. C'est un devoir de l'État. C'est pourquoi ces lignes sont prévues. C'est que vous donnez le sentiment aux Camerounais, et c'est pourquoi j'insiste là-dessus. C'est que vous découragez beaucoup de gens qui, quelquefois, veulent réaliser des investissements, notamment dans le domaine agricole, dans le domaine du secteur primaire. Je dis agricole, c'est que j'ai mis dans le primaire, c'est-à-dire agriculture, élevage. Il y a des gens qui ont des investissements, mais ne savent pas
que l'État peut les accompagner. Ok. Ne savent pas qu'il y a des commissions qui sont ainsi instituées. On va passer. Et on présente la ligne 94 comme une ligne faite pour les détournements. Non. C'est une ligne qui est ouverte à tous les Camerounais. Non. C'est important de le dire parce qu'on est à une émission. Il faut bien que les Camerounais sachent qu'il y a une commission nationale d'aide publique, que dès que vous avez monté un dossier de crédit et que vous avez des carences, saisissez cette commission, l'État peut vous accompagner. L'État peut vous accompagner. Edmond Kamgia, on va sortir l'émission par un sujet qui a quand même retenu l'attention des uns des autres au cours de la semaine qui s'achève. Il s'agit de l'élection présidentielle au Nigeria. Ce qui a le plus marqué l'attention, c'est que 72 heures après la fermeture du scrutin, les résultats ont été rendus publics. Oui, tout à fait, il faut le dire et l'apprécier. Dans un pays de plus de 300 millions d'électeurs. Ah oui, le Nigeria est très peuplé. Autant les populations sont nombreuses, autant le nombre d'électeurs est élevé. Plus que le Cameroun, mais ils réussissent en 72 heures, malgré quelques critiques que certaines formations politiques ont pu faire au niveau du travail de la Commission nationale électorale. Le travail, l'essentiel a été fait, les résultats ont été publiés. Et je pense que c'est une chose qui montre que le Nigeria nous parle. Le Nigeria nous parle notamment depuis le retour à la démocratie, parce que dans le passé, on sait qu'il y avait eu des coups d'État, de nombreux coups d'État. Mais depuis le retour à la démocratie, on a déjà au moins 4 présidents qui sont succédés, qui ont achevé leur mandat sans modifier la Constitution, ce qui est pareil. Au Ghana, depuis J. Rawlings, il y a eu au moins 4 ou 5 présidents qui se sont succédés. Et j'observe que généralement, ce sont les pays anglophones. C'est dans les pays anglophones où il y a l'expression libre et démocratique est une réalité. Je prends également l'exemple de l'Afrique du Sud depuis l'accession au pouvoir de Nelson Mandela. 4 présidents sont succédés. Il y a eu Nelson Mandela, Thabo Mbeki, il y a eu Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa. Il dit il y a au moins 4. C'est pareil au Nigeria. Obasanjo, Yar'Adua, Mohamed Bouhari et celui qui arrive là. Beaucoup d'exemples dans les pays anglophones. Je pense que les pays anglophones en Afrique parlent aux pays francophones. Il y a généralement moins de critiques même au niveau de l'organisation des élections. Moins de critiques. Généralement, tout se passe de manière consensuelle. Avant, pendant et après les élections. C'est-à-dire, avant l'élection, les principaux candidats, les principaux partis politiques, les principaux partis engagés dans la course se retrouvent. Et parfois, il y a ce qu'on appelle un gentle agreement. C'est-à-dire, vous savez qu'à la fin, vous devez féliciter celui qui a perdu et féliciter celui qui a gagné les élections et vous saluez les mains. Ce qui ne se passe pas très souvent dans les pays francophones. Et je le dis avec davantage de conviction qu'au Cameroun, on a un gros problème au niveau du système électoral. On a un gros problème parce que les pays anglophones l'ont réglé pour la plupart. Ils l'ont réglé. Tous les problèmes électoraux, ils l'ont réglé avant d'aller aux élections. Nous, on ne l'a pas encore réglé. Et souvenez-vous, il y a une résolution du Parlement européen d'il y a quelques années, je crois le 2019, qui a demandé au Cameroun, une résolution du Parlement européen qui a demandé au gouvernement camerounais de se concerter avec l'ensemble des acteurs politiques pour parvenir à trouver un système électoral consensuel. Et dans le système électoral consensuel, il y a le code électoral qui devrait être consensuel. Il y a l'institution chargée de gérer les élections qui devrait également, au niveau de sa composition, au moins être consensuelle. Mais malheureusement, au Cameroun, à Eleka, pour l'essentiel, ce sont les membres du RDPC depuis sa création. Il y a eu à un moment donné un effort de mettre la société civile à l'intérieur. Mais la société civile même qui est présente à Eleka est totalement minoritaire, n'a pas voix au chapitre. Il faudrait peut-être passer à ce que j'ai souvent appelé Elekam 3, c'est-à-dire la possibilité pour les partis de l'opposition d'avoir des représentants permanents à Elekam, ce qui n'est pas le cas. Et je terminerai dans le conseil électoral, il faut le préciser, parce que les amis de Georges Tegem vous diront que les partis politiques ont des représentants dans les commissions locales. Dans les commissions locales. Voilà. Là, je parle effectivement du conseil électoral de l'ECAM, c'est-à-dire à l'instance décisive de l'ECAM. Décisionnelle, tout à fait. L'instance décisionnelle. C'est important qu'il y ait des représentants des partis politiques dans cette instance. En plus des éléments que j'ai cités tout à l'heure, d'un code électoral consensuel, d'un système électoral globalement consensuel.
et qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup d'efforts qui soient faits au niveau du parti au pouvoir comme au niveau du gouvernement pour s'assurer avec les partis d'opposition, avec la société civile, que nous irons vers des élections moins contestées, ce qui n'est pas le cas au Nigeria. Maître Roland Djiou, 72 heures après la fermeture du scrutin, les résultats sont connus. Est-ce que le Cameroun peut réussir ce challenge? Les mauvaises langues au quartier diront que le Cameroun fait mieux que ça. On a les résultats avant l'élection, en général. Donc, mais pour redevenir un peu plus sérieux, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté politique. Et manifestement, les amis de mon confrère du RDPC ne savent pas ce que c'est que le fair play. Ce sont les mêmes qui disent qu'ils ont une machine parée à toute épreuve, qu'ils peuvent marcher sur tout le Cameroun parce qu'ils ont les militants, les structures de base, etc., mais qui ont peur de David, finalement. Parce que si vous êtes si sûr de votre fait, qu'est-ce que cela vous coûte donc de mettre en place précisément un code, un système électoral transparent, crédible et fiable pour que David, justement, ait le sentiment que l'élection est juste. On parlait de la justice tout à l'heure. C'est le même principe en matière électorale. Quand une élection a lieu, il y a toujours d'ailleurs des irrégularités. Je ne suis pas d'accord avec la vision angélique de ce qui pourrait s'être passé au Nigeria. Il y a toujours des irrégularités, mais elles peuvent être perçues comme mineures dans certains cas et perçues comme majeures dans d'autres cas. Et pour vous dire qu'entre les deux, il y a tout un fossé. Si vous avez sur 58 départements qui chacun délivre 58 PV pour les élections, 32 qui ne sont pas signés, ça veut dire que c'est la majorité des PV qui ne sont pas fiables. Si on proclame donc des résultats sur cette base-là, comme cela a été fait en 2018, il y a de fortes raisons de suspecter, et là je suis minimaliste, cette élection de ne pas avoir été crédible. Alors que si c'est quelques endroits, sur 58, si vous avez 1 ou 2 PV qui ne sont pas conformes, on peut comprendre qu'il y ait eu des irrégularités, mais qui ne sont pas de nature, par exemple, à remettre en cause le résultat des élections. C'est souvent le principe qui est repris. Et dans le cas du Nigeria, j'attends de voir l'attitude que va adopter les candidats, parce qu'il me semble qu'ils ont le droit de faire leur recours. Mais il faut féliciter l'organe chargé des élections au Nigeria. D'abord, pour une première raison, c'est que ce n'est pas la première élection qu'elle organise. C'est un organe qui déjà a, disons ça, en tout cas, c'est un organe qui a déjà l'habitude tous les 4 ans de faire quelque chose de magnifique. Et je dois signaler que quand on parle des élections au Nigeria, celle de la semaine dernière, ce n'était pas seulement les élections présidentielles, c'était aussi des élections législatives. Donc, ça renforce la complexité du travail qui était demandé à cette commission. Et donc, ça met à leur actif qu'ils font effectivement un travail. D'ailleurs, chez nous, au Cameroun, on a tendance à repousser les élections législatives pour qu'elles ne coïncident pas avec certaines autres élections, dit-on, parce que ça permettrait à l'ECAM de faire mieux leur travail. Pourtant, la tendance ailleurs, surtout dans les pays anglo-saxons, c'est d'avoir un seul jour pour faire toutes les élections. Aux États-Unis, ça s'appelle the Elections Day. Parce que quand c'est le jour des élections, on procède à toutes les élections, au moins toutes les élections nationales. Au Nigeria, c'était encore le cas. En 2025, certains diront qu'il vaut mieux, bon, je laisse 2025 là où c'est, mais par le passé, on a vu des justificatifs de prorogation pour éviter que des élections législatives coïncident avec l'élection présidentielle, comme si on avait peur que l'ECAM ne soit pas capable de les organiser toutes ensemble. Donc, c'est à mettre effectivement à l'actif des autorités nigérianes, du peuple nigérian. Encore une fois, je préfère convoquer le peuple ici parce qu'il faut retenir que rien ne sera offert. Il y a la partition du peuple à jouer. Et c'est parce que le peuple nigérian veille que cette démocratie que nous félicitons se consolide au fil des années. Aujourd'hui, la pratique politique, les mœurs politiques au Nigeria sont désormais de sorte que un Muhammadu Buhari, tout général qu'il est,
ne peut pas envisager modifier la constitution pour rester au pouvoir. Parce que les mœurs politiques nigérias ne l'accepteront pas. C'est pas possible. C'est pareil au Ghana, c'est pareil au Kenya. Mais on en arrive là, après vous êtes passé par la case travail du peuple, dialogue national, consensus national, parce que ce sont des questions cruciales. Et quand je dis dialogue national, je vois certains me regarder comme si ils veulent faire croire qu'il y a eu ça aussi au Cameroun, faisant allusion au dialogue ou à ce qu'il y a eu à Yaoundé entre des petits amis et copains, voire coquins. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on veut réformer une nation de fond en comble, on met tous les acteurs autour d'une même table et sur un pied d'égalité. Et c'est ça qui a permis de doter le Nigeria d'institutions d'abord adaptées à leur réalité. Je n'imagine pas un pays comme le Nigeria fonctionner sans le fédéralisme, par exemple. C'est parce que la sociologie du Nigeria est conforme à ce besoin-là. Mais si un monsieur, parce qu'il croit qu'il est détenteur de la science infuse, décide demain d'imposer un autre système, le peuple nigérien ne l'accepterait pas. Or, on est, dans le cas du Cameroun, confronté à une crise parce que le peuple, même si c'est une partie du peuple, pense qu'il faut revoir la manière d'articuler nos institutions, notamment sur le plan des institutions locales, à travers notamment le fédéralisme. La façon dont l'État central même est gouverné. Est-ce que vous ne pensez pas, au regard d'ailleurs de tous les scandales, que l'architecture même des différents pouvoirs au Cameroun, vous ne pensez pas que cela mérite d'être revu? Est-ce que vous pensez que c'est toujours pertinent d'avoir les pouvoirs organisés tels que c'est organisé? Est-ce que vous pensez toujours que c'est important d'avoir les mandats de la même durée que ce qui existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifiait par exemple qu'on réduise le mandat des conseillers du Conseil, les membres du Conseil constitutionnel, et qu'on maintienne celui du président de la République à 7 ans? Qu'est-ce qui le justifie? Est-ce qu'on n'aurait pas dû par exemple faire l'inverse? C'est ce qui serait plus pertinent. Et mon ami Georges Teghem aime bien citer les exemples français. En France précisément, c'est le mandat du président qui est passé de 7 ans à 5 ans, alors que ceux des conseillers au Conseil constitutionnel est toujours de 7 ans, il me semble. Donc, il vaut mieux que, quand on veut que le pays se mette véritablement sur les bons rails, qu'on fasse une pause, qu'on s'arrête un moment et qu'on remette les choses sur le bon ordre, qu'on remette les choses à plat, qu'on rediscute et qu'on redéfinisse les bases. Et ce ne sont que les résultats que nous voyons. Non, les Nigérians cueillent les fruits de leur travail en tant que peuple. Ils assument les perfections et les imperfections de leur système. Aux Camerounais d'en tirer les bonnes leçons et de se dire que on aura toujours un président qui est là depuis 40 ans et qui va faire peut-être 40 ans de plus, ou bien qui va transmettre de manière dynastique son pouvoir si on ne décide pas que cela s'arrête un matin. Georges Teghem, le Nigeria, 72 heures après le scrutin, a ses résultats. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de critiques qui ont été formulées par les partis politiques de l'opposition au cours de ce scrutin, mais reste quand même que c'est un délai qui est intéressant en termes de publication des résultats. Il vaut mieux que ces résultats soient rendus publics le plus tôt possible pour éviter des suspicions de tripatouillage, comme c'est le cas très souvent dans notre pays. Parce que là-bas, il n'y a pas de suspicion de tripatouillage. J'ai vu qu'il y a des procédures que les partis d'opposition ont annoncées. Non, vous savez, c'est toujours trop facile. Et puis j'ai suivi, c'est que je disais un mot parce qu'il a dit quelque chose tout à l'heure en disant que le fair play. Je ne savais pas que vous connaissiez le fair play. Vous passez sur les écrans de télévision tous les jours et vous dites président élu. Le fair play voudrait que vous respectez le résultat des scrutins. Et puis, ce qu'a dit tout à fait le consultant. Les résultats de scrutin connus d'avance. Chers confrères, vous savez très bien que les résultats du scrutin au Cameroun ne sont pas rendus par le Conseil électoral d'élections du Cameroun. Vous savez qu'il y a les commissions locales et nous participons tous, c'est-à-dire tous les partis sont dans les commissions locales. Et lorsqu'il s'agit des élections nationales, il y a une commission nationale de recensement des votes. Et ensuite, c'est le Conseil constitutionnel qui rend public les résultats des élections. Nous souhaitons que nos institutions... le mieux dans le meilleur des mondes. Nous souhaitons que nos institutions soient respectées. Maintenant,
n'ont pas la prétention de dire que le système électoral camerounais est parfait. Et je ne suis également pas d'accord avec lui lorsqu'il parle des pays anglo-saxons, alors qu'il y a des pays également où l'alternance est faite. Mais l'alternance ne se fait que si les citoyens décident de voter pour qu'il y ait l'alternance. Lorsque vous avez un président de la République qui est candidat à une élection présidentielle, si on ne le vote pas, il n'a pas gagné l'élection. Mais si on le vote, il a gagné l'élection. Que voulez-vous que le système électoral puisse y changer? Rien du tout, c'est le résultat du scrutin qui compte. Moi, je suis très surpris lorsque vous vous comportez comme s'il n'y a pas eu des évolutions. Moi, je parle encore sous le contrôle du consultant. Il sait très bien qu'au Cameroun, les résultats des élections étaient proclamés par le ministère de l'administration territoriale. Et d'ailleurs, il s'en souvient bien, il y avait eu même un accrochage entre l'ancien ministre, aujourd'hui défunt, le ministre Angé Tchungé, le ministre Kodok, où on parlait d'élucubration d'un homme aux abois. Il s'en souvient très bien sur tout cela, parce qu'il y avait un qui était en charge de l'administration territoriale, l'autre qui était dans un autre département ministériel. Après, on a mis en place ONEL 1, ONEL 2, on est à Elecam. Ce sont des évolutions et nous n'avons pas la prétention de dire que c'est parfait. Les évolutions sont toujours souhaitables. On fait un travail, après un certain temps, on évalue le travail, on améliore la qualité des textes. Et vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, les CAM fonctionnent comme au temps de ONEL 1. Non, il y a eu des évolutions notables. Il n'y avait pas d'urne transparente. Il me souvient que Sani l'a dit. Le représentant du SDF avait défilé le 20 mai devant le président, il avait l'urne transparente. Il y a eu des évolutions. Et les évolutions se feront. Je n'ai pas la prétention ici de dire que le système électoral est parfait, parce que je ne connais aucun pays du monde d'ailleurs où c'est parfait. La preuve, c'est que même aux États-Unis, qui est un modèle de démocratie, on a vu comment un président de la République estime qu'il a gagné l'élection, c'est-à-dire un ancien président de la République. Donc, il faut déjà que les citoyens soient formés à accepter les principes des élections. Que les citoyens soient formés à accepter le principe de l'institution qui rend public le résultat du scrutin. Et c'est là où nous vous attendons. Nous vous attendons pas sur la critique facile et aisée. Vous voulez péter ses mains au rond-point Loncac. Non, on pète ses mains devant le Parlement. On pète ses mains devant les institutions sérieuses. Et nous souhaitons que votre leader, qui est un agrégé de droit public et sciences politiques, travaille pour que les citoyens respectent nos institutions. Parce que, chers confrères, et je veux le dire, c'est le mot de fin, chers confrères, nous devons, et c'est notre responsabilité, former nos citoyens au respect de nos institutions. Ce sont nos institutions qui nous protègent. Chers confrères, demain vous direz que vous avez gagné ces élections. On va vous opposer tout ce que vous avez dit en 2018. Très bien. Et je vous dis, on ne s'en sortira pas. Vous devez travailler tous les jours pour que les citoyens respectent les institutions, en tout cas telles qu'elles fonctionnent. Et quand vous serez en situation de responsabilité, si vous voulez améliorer n'importe comment, vous le ferez. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Edmond Kamgia. Merci également à vous, Maître Jean Giraud. Merci bon également à dimanche vous, Maître aux Téguin. militants du MRC qui sont encore dans nos prisons. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de droits de réponse. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.